Bon, on attaque. Merci à tous pour votre présence ce soir, pour cette conférence exceptionnelle de Julien Rochdy ce soir. On n'a jamais été aussi nombreux que ce soir. On est en présence de beaucoup de nouveaux. Le petit discours que je vous impose habituellement de présentation du club du mercredi et que quelquefois je fais sauter en présence exclusive des habitués, je vais devoir vous l'imposer à nouveau, mais c'est un plaisir pour moi de vous le présenter. Donc vous êtes ce soir à une réunion mensuelle du club du mercredi. Le club du mercredi, c'est quoi? C'est une association qui existe depuis 3 ans et qui a pour objectif premier d'organiser tous les mois une conférence permettant à 2 types d'intervenants de s'exprimer. Le premier type, c'est ce qu'on va appeler des talents locaux. Ce sont des gens qui n'ont pas forcément la possibilité de s'exprimer dans des espaces d'expression classiques et à qui nous offrons la possibilité de tenir une conférence pendant 1 heure, de se former intellectuellement, de nous former intellectuellement aussi à travers leur spécialité et de se former également à l'art oratoire. Parmi ces jeunes talents, nous avons eu Steven Cornu, nous avons eu le mois dernier Attilio Le Barban. Steven Cornu, c'était sur Oswald Pengler, Attilio, c'était sur le rapport entre la droite et le droit. On a eu également Johan, qui fait partie de l'équipe technique, qui nous a parlé du localisme, du consommer local et de l'importance de cette question. Et enfin, nous avons également eu Alexandre Landre sur l'histoire de l'art. Je vous invite à retrouver ces conférences sur notre chaîne YouTube et l'annonce de ces conférences sur Facebook. Le second type d'intervenants, c'est des personnes de notoriété nationale. Parmi celles-ci, nous avons eu Pierre Rougiron, nous avons eu Michel Drac, nous avons eu Jean-Michel Vernochet, nous avons eu François Bousquet, et nous avons ce soir, et c'est un plaisir, Julien Rochdy. Alors, pourquoi c'est un plaisir? Pourquoi c'est particulièrement exceptionnel ce soir? Parce que Julien a un parcours assez riche, qu'il est jeune, comme une bonne partie de notre assemblée, et qui correspond parfaitement à ce qu'on voulait faire avec le club du mercredi, c'était mettre des jeunes en rapport et chacun nous former intellectuellement. Julien, pour ceux qui ne le connaissent pas, était directeur du Front National de la Jeunesse entre 2012 et 2014, c'est ça? Voilà. A quitté le Front National en 2014 pour se lancer dans d'autres actions militantes et notamment pour retrouver le goût du combat des idées et de la formation intellectuelle. Ces actions militantes ont pris différentes formes, des entretiens mensuels d'actualité avec le Bréviaire des Patriotes, avec TV Liberté. Ça a pris aussi la forme d'une participation à la plateforme des Amoureux de la France. Et ça a enfin pris la forme d'une école destinée aux jeunes hommes en manque de repères dans notre société qui s'appelait Major. Qui s'appelle toujours Major. Qui est terminé. Qui est terminé. Alors, qui s'appelait Major. Voilà. Dernier point aussi, une chaîne YouTube à ton nom, sur laquelle vous pourrez retrouver certainement d'autres conférences qui vont venir. Pour l'instant, en novembre, aujourd'hui, il y a une conférence en ligne qui est celle sur Nietzsche, qui a été mise en ligne il y a 2 semaines, 3 semaines. 1 mois. Il y a 1 mois, voilà. Que je vous invite vraiment à aller voir, je l'ai dit déjà dans la précédente conférence d'Attilio en conclusion. Je vous invite à aller voir cette conférence sur Nietzsche. Je vous invite d'autant plus à vous y rendre que Julien va un petit peu prolonger le propos ce soir en nous parlant justement du nihilisme. Le thème de la conférence de ce soir étant savoir reconnaître le nihilisme, le reconnaître en nous, le reconnaître autour de nous. Alors avant de lui céder la parole dans 1 minute, je vais rappeler 2-3 détails pratiques à propos du club et du déroulé de cette conférence. Le premier, je vous demanderai, vous l'avez compris, nous n'avons pas de micro pour amplifier le son. Je vous demanderai, s'il vous plaît, d'être silencieux tout du long de la conférence. C'est-à-dire de placer, si possible, vos portables sur vibreur et de ne surtout pas intervenir pendant la conférence pour poser des questions. Un temps d'échange avec notre intervenant est prévu après la conférence, une séance de questions-réponses. On mettra en place un échange, je prendrai vos questions et on y répondra en réel. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, au sortir de cette conférence, Laurent, cofondateur du Club du Mercredi, Laurent Chang, qui n'est pas encore avec nous, mais qui va arriver, vous attendra juste à la sortie et vous demandera une participation financière. Cette participation financière, elle est de minimum 3 €. Elle nous sert à faire venir des gens de l'extérieur. L'hôtel, le train, les repas, ça a un coût. C'est pour vous une façon de... Enfin, pour vous et pour nous, en fait, une façon d'accéder à des personnes de notoriété nationale qui ne viennent pas spontanément à Nancy, mais que nous pouvons faire venir et que nous pouvons rencontrer le temps d'une soirée. Donc voilà, ces 3 € ils servent à ça, exclusivement à ça. Ce soir, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi faire un don un petit peu plus important pour nous soutenir. On a besoin de vous, chaque centime supplémentaire sera apprécié. Enfin, je vous invite à nous suivre sur YouTube et sur Facebook. Je crois vous avoir tout dit, je peux te céder la parole, Julien. Merci pour votre attention et puis bonne conférence à tous. Vas-y, à toi. Merci.
Alors, merci à vous d'être venus. Dites-moi si au niveau de la voix ça passe, si vous m'entendez bien jusqu'au fond, c'est ok. Je vais essayer d'avoir une voix grave et qui porte. Bon, merci pour cette invitation. C'est la première depuis assez longtemps. Effectivement, là, j'ai lancé ma chaîne YouTube, j'y fais des conférences et je vais essayer de développer des idées. Et je suis ravi de pouvoir les développer ailleurs que simplement sur Internet avec un rapport simplement numérique. C'est bien aussi de rencontrer les gens, de serrer des mains, de commencer à boire des bières. Ils m'ont déjà fait boire une juste avant, donc je vais essayer de ne pas dire trop de bêtises ce soir. Mais oui, ce rapport humain est essentiel, surtout dans le monde postmoderne que nous vivons, celui que je vais essayer de vous décrire un petit peu, parce que c'est aussi l'une des choses qui peut nous faire précisément sortir du nihilisme, que d'avoir des relations humaines, d'avoir des communautés, d'avoir des gens sur qui compter, pour créer des choses différentes que du pur artifice. Alors la disposition de la salle est un peu particulière pour moi. Là, j'ai envie d'aller au milieu d'un d'entre vous. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ça me faisait penser aux réunions municipales quand je faisais de la politique pour convaincre les gens. On va au milieu des gens, on leur serre la main et tout ça, mais à cause des caméras je dois rester ici. J'ai l'impression que je dois faire un numéro de claquette avec vous si loin, mais bon, c'est comme ça. Donc j'espère en tout cas que que ma voix ne va pas s'affaiblir durant toute cette conférence, que vous allez bien pouvoir comprendre ce que je dis. D'autant que le sujet de ma conférence est sur le nihilisme. Et quand j'ai partagé sur Internet le visuel de la conférence, savoir reconnaître le nihilisme, j'ai vu des gens qui sont venus commenter tout de suite et qui m'ont dit « Julien, je pense que tu fais fausse route parce que si tu te choisis comme cheval de bataille le nihilisme, ça fait un peu pompeux. C'est un concept un peu flou, un peu trop philosophique, qui n'est pas connu par beaucoup de monde. Et donc si du coup tu cherches à développer des idées et que tu tiens absolument à faire de l'ennemi principal et numéro un le nihilisme, tu vas rester du coup dans une sorte de sphère intellectuelle, si je puis dire, avec des gens qui n'iront pas forcément vers toi parce que cela paraîtra encore une fois pompeux, un peu verbeux, un peu trop pédant en quelque sorte. Et d'une manière générale, je dois avouer que lorsque j'ai reçu cette critique, j'ai été obligé d'admettre que c'est un peu vrai. Pour beaucoup de gens, le nihilisme, c'est un concept un peu pompeux. On pourrait parler de plein d'autres choses que ce concept-là. Pourtant, je suis obligé d'en parler parce qu'à l'issue de la conférence que j'ai faite sur Nietzsche et pour laquelle j'ai été invité ce soir, c'est précisément, et je vais essayer en tout cas de vous convaincre de ce sujet-là, c'est précisément le nihilisme, ce qui caractérise le mieux la postmodernité, c'est-à-dire le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. C'est la source du mal et à la fois la conséquence du mal, et qui résume absolument tout. C'est-à-dire, je pourrais être beaucoup plus sympa en vous parlant de tel groupe qui crée des problèmes dans la société, de tel groupe qui fait de la corruption, qui complote, et ainsi de suite. C'est facile d'avoir un ennemi que l'on caractérise, que l'on catégorise. C'est plus agréable dans le cœur et dans l'esprit que d'avoir des choses plus simplistes pour comprendre le monde. Et là, c'est vrai que vous parlez de l'ennemi principal comme étant le nihilisme, ça vous paraît un peu flou. Alors j'ai reçu une petite aide dernièrement, c'est ça le plus étonnant, j'ai reçu une petite aide grand public et mainstream avec un film qui est sorti que je n'ai pas vu, figurez-vous, mais qui a fait beaucoup parler en tout cas en Occident, qui s'appelle Le Joker. Ce film, alors moi, à cause de mon caractère de merde, je me suis dit, il y a trop de gens qui y vont comme des moutons, alors je ne vais pas y aller. Mais apparemment, c'est quand même un film à voir. Et dans toutes les critiques que j'ai pu lire, les choses que j'ai pu entendre sur Internet, beaucoup disent que ce film est nihiliste, ou en tout cas que le personnage du Joker est un personnage nihiliste, c'est-à-dire qu'il poursuit pas grand-chose, sinon la destruction pour la destruction. Donc c'est un concept du coup qui a été un petit peu popularisé avec ce film, donc on va dire tant mieux, je ne m'attendais pas à être aidé par le cinéma hollywoodien. Mais bon, on prend tout ce qu'on peut. Alors, pour commencer, on va essayer de définir, je vais essayer de vous donner la définition classique, historique du nihilisme, et je vous donnerai ensuite la mienne. Ensuite, j'essaierai avec vous de vous montrer, d'essayer de savoir où est-ce que l'on peut trouver ce nihilisme, où est-ce qu'il s'exprime le mieux dans notre société, et vous allez voir qu'il est partout. Puis enfin, on s'interrogera sur l'origine du nihilisme, et c'est là où je vous disais tout à l'heure que c'est malheureusement pas si simple, tout du moins, c'est pas forcément gratifiant, parce qu'on s'aperçoit qu'en fait que le mal est beaucoup plus profond que ce que l'on croit, et que ce que l'on prend souvent pour des causes ne sont en fait que des conséquences, ce qui est terrible quand on s'en rend compte. Et à la fin, ce sera simplement très succinct malheureusement, je vous donnerai peut-être quelques pistes
pour être capable de sortir du nihilisme qui nous environne et qui est aussi dans chacun d'entre nous, mais ce ne sera que quelques pistes parce que c'est un travail que je fais, que je réalise, sur lequel aujourd'hui je planche totalement pour en faire un livre, et donc je ne peux pas tout vous spoiler, on n'est pas justement dans les films hollywoodiens. Voilà, donc pour commencer, la définition pure du nihilisme. Alors, la définition pure, vous devez sans doute déjà la connaître, ça vient de nihil, qui signifie rien. Il y a un auteur qui est proche de nos idées, qui s'appelle Pierre Le Vignan, qui a sorti un livre il y a quelques mois, qui s'appelle « Achever le nihilisme ». Et je suis un peu en désaccord avec lui, parce que souvent, en fait, le nihilisme comme un isme, c'est un peu comme une idéologie. On a tendance à penser que le nihilisme, c'est donc la volonté du rien comme une idée. C'est-à-dire, je veux, de façon consciente, le rien. Et d'ailleurs, le nihiliste lui-même est quelqu'un qui finalement adhérerait à cette idéologie. C'est comme le socialisme, c'est un isme avec un iste. Alors que la conception que j'ai du nihilisme, je vais essayer de vous l'exposer, c'est beaucoup plus quelque chose qui est lié à une maladie que l'on prend, une maladie de la postmodernité. Donc j'ai envie de m'essayer à un néologisme avec le terme plutôt nihilé. C'est-à-dire qu'on est nihilé. On a ça en nous sans souvent s'en apercevoir, sans s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'en fait, le nihilisme est non seulement une maladie, et c'est une maladie qui débouche sur un état psychologique. Et c'est ça le plus important. Alors, d'un point de vue historique, dans le monde des idées, évidemment, d'abord ça commence comme ça, dans le monde des idées, on pourrait dire, avec Gorgias, dans un dialogue de Platon célèbre, que le nihilisme, c'est une disposition d'esprit, c'est une idée qui fait croire que rien n'existe, que tout n'est qu'illusion. Et Nietzsche d'ailleurs reprendra cette idée-là quand il caractérisera le nihilisme chrétien, en quelque sorte, quand il dira que tous ceux qui considèrent que le monde actuel n'est pas le vrai monde, que le monde que nous vivons au jour le jour n'est qu'une illusion et que le vrai monde est celui qui vient après la mort, ou celui par exemple avec Platon, Platon considérait que le monde des sens, c'est-à-dire le monde réel, en fait, celui qui nous fait toucher, sentir, voir, était un monde d'illusion et que le seul vrai monde était le monde de la raison, Nietzsche ira dire que tous ceux qui ont des doctrines et des idées qui estiment que le monde, le vrai, celui que l'on peut toucher, le concret, n'existe pas et qu'il y a ailleurs un autre monde plus vrai et plus véridique, ça c'est une doctrine nihiliste, c'est une idée nihiliste pour Nietzsche. Alors, c'est aussi en plus d'être une idée, un sentiment que vous connaissez bien aujourd'hui, et qui a toujours existé dans l'histoire, puisque de tout temps il y a eu des gens qui pensaient de cette façon, mais aujourd'hui disons que c'est presque promu comme idée, c'est tout ce qui a trait au relativisme, qui a un lien très proche avec l'égalitarisme. Parce que quand on considère que tout se vaut, finalement rien ne vaut quoi que ce soit. Donc l'égalitarisme et le relativisme sont des idées à proprement nihilistes. Si tout se vaut, rien ne vaut, et donc on est dans la négation pure, et donc on est dans le nihilisme, on veut le rien en fait. Finkielkraut a écrit que justement le relativisme, notamment dans l'art, on parlera de l'art tout à l'heure, le relativisme est la porte d'entrée principale au nihilisme, parce qu'encore une fois, si on estime que tout se vaut et que à quoi bon, eh bien finalement rien ne vaut rien. Et justement, dans l'idée du relativisme, Nietzsche encore nous explique que le nihilisme vient d'une donnée essentielle qui est la dépréciation des valeurs supérieures, c'est-à-dire au moment même où l'on commence à estimer que tout ce que l'on avait appris à l'époque comme étant des valeurs sacrées, Dieu, la patrie, la religion, la famille et ainsi de suite, que tout cela finalement n'a pas tellement d'intérêt, et bien c'est là où on entre dans le nihilisme parce qu'on relativise tout, on rigole de tout. Et d'ailleurs c'est marrant, je fais une parenthèse, je pense au Joker qui est nihiliste, et dans l'esprit actuel, le quotidien, les émissions, l'esprit Canal+, où on rigole de tout, il y a un lien. En fait, le Joker représente ça d'une certaine façon, il rit en permanence, il ne sait même pas pourquoi il rit, mais il y a ce lien-là, tout se vaut, et autant rire de tout, ce sentiment-là est un sentiment profondément nihiliste. Alors, c'est aussi, comme je vous disais, un état psychologique. Paul Bourget, qui est un auteur français qui est totalement oublié aujourd'hui et qui est pourtant un immense auteur français de la deuxième partie du 19e siècle et de la première partie du 20e siècle, qui était un psychologue d'exception, un écrivain et un psychologue d'exception, a parlé du nihilisme dans son essai de psychologie contemporaine, et il le définit comme une mortelle fatigue de vivre, c'est-à-dire qu'en fait c'est un état psychologique qui découle d'une lassitude de vivre, ce que les Romains déjà connaissaient à leur époque, c'est quelque chose qu'ils appelaient le taedium vitae, c'est-à-dire la lassitude et la fatigue de vivre. Il y a un moment
dans la vie, ça peut arriver le matin quand on se réveille et qu'on est très fatigué, ou ça peut nous arriver dans des moments de notre vie. Souvent, c'est ce qu'on appelle la dépression. La dépression agit de cette façon. Souvent, l'un des symptômes principaux, c'est de ne pas se lever le matin, de vouloir rester au lit. C'est vraiment la pure fatigue de vivre, on n'a plus envie de vivre, et cela, c'est un symptôme absolu d'un état psychologique nihiliste. Alors, donc le nihilisme procède d'un affaiblissement de la vitalité, pour l'essentiel. Et donc c'est une conséquence de la décadence, car la décadence, pour Nietzsche, nous explique, la décadence, tout ce que l'on considère comme étant la décadence, amène en réalité, sous des dehors parfois un peu festifs et on peut croire un peu sympathiques, en fait amène cette lassitude de vide profonde. Alors politiquement, le nihilisme, c'est aussi ce que Léo Strauss a considéré comme étant la sortie du droit naturel. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est un peu dans l'idée des valeurs supérieures, encore une fois, à chaque fois que, nous dit Léo Strauss, qui est un politologue très, très connu et très réputé, il nous dit qu'à chaque fois que les sociétés sortent du droit naturel, c'est-à-dire un droit qui est estimé, pour faire simple et pour résumer, qu'il y a une nature humaine et qu'il y a une finalité à l'homme, c'est-à-dire qu'on cherche à donner un sens en fait à l'être humain, à chaque fois que l'on sort de ce droit pour un droit plutôt positif, c'est-à-dire un droit constructiviste, un peu celui que l'on a aujourd'hui, à chaque fois que l'on fait cela, on sombre dans le nihilisme politique. C'est aussi le nihilisme, on en entend beaucoup parler aujourd'hui de ce point de vue-là, c'est le nihilisme des terroristes. Alors c'est un nihilisme, moi je m'oppose à cette définition. Pour le moment, je ne fais que de vous donner les définitions historiques du nihilisme. Après, je vous dirai où est-ce, pour moi, on le trouve. Mais il y a un livre d'un auteur que je n'aime pas du tout, qui est mort dernièrement, mais maintenant il nous a légué malheureusement son fils, qui s'appelle Glucksmann. Il a écrit, je ne sais plus à quelle année, j'avais lu ça il y a très longtemps. Il a écrit un livre qui s'appelle Dostoïevski à Manhattan, et il essayait de montrer en fait que les terroristes du 11 septembre, ceux qui avaient détruit les Twin Towers, étaient nihilistes parce qu'ils avaient donc cette volonté de détruire. Et c'est vrai qu'il y a une définition nihiliste dans la pure volonté de détruire au sens matériel que l'on remonte à Dostoïevski. Vous avez peut-être lu ici un livre qui s'appelle Les Possédés, qui est d'ailleurs une mauvaise traduction parce que la vraie traduction c'est Les Démons, où il montre en fait, d'ailleurs un peu en avance, les mouvements nihilistes russes, c'est-à-dire anarchistes russes, qui étaient des mouvements en Russie dont la seule volonté, la seule vocation était précisément de tuer pour tuer, de détruire pour détruire, parce qu'ils estimaient que la société telle qu'elle était de toute façon mauvaise. Bon, moi pour ceux qui veulent juste détruire pour détruire, effectivement, ils sont dans une logique nihiliste. Mais le terroriste, en fait, qui se tue, le sacrifice n'est pas quelque chose de nihiliste, parce que lui, il va se tuer en pensant construire quelque chose de positif sur la terre pour amener le règne de Dieu ou quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'il se tue pour du positif et pas seulement par volonté de tuer. Donc je suis en désaccord avec Glucksmann. Mais c'est vrai que, c'est pas étonnant, mais c'est vrai qu'il y a, Nietzsche nous explique très bien que le nihilisme, c'est pas seulement un état d'esprit qui fait que on a la lassitude de vivre, que l'on pense que tout se vaut et qu'on finit par dire en clignant de l'œil à quoi bon de toute façon faire quoi que ce soit. C'est aussi très souvent, le nihilisme se transforme en volonté de détruire. C'est-à-dire que c'est une maladie qu'une fois que l'on a, on essaye de la transmettre à l'autre, et le mieux pour cela c'est de détruire. Donc Nietzsche nous explique dans un aphorisme de la volonté de puissance que c'est vraiment cette volonté de détruire tout ce qui nous entoure. Et c'est là donc où j'en viens à ma définition en faisant un petit peu un résumé des différentes définitions politiques, philosophiques, psychologiques que je viens de vous donner. Ma définition, celle de laquelle nous allons partir ensuite pour essayer de voir où est-ce que l'on peut trouver le nihilisme dans la société, la définition que je veux que vous gardiez en tête, c'est précisément la volonté de se suicider. Le nihilisme, c'est la volonté de mourir d'un point de vue individuel, sans en avoir conscience bien entendu, mais c'est aussi du coup une volonté collective, c'est-à-dire qu'en fait c'est une volonté qui part d'une déperdition de l'être dont on va parler et qui cherche à appliquer ce suicide à la collectivité, c'est-à-dire en fait qui cherche à se détruire. Le nihilisme, les nihilés, si je reprends mon néologisme, c'est la volonté de mourir. C'est la volonté de mourir, encore une fois, à titre individuel peu ou prou, mais donc du coup, surtout, à titre collectif, c'est-à-dire en faisant crever sa civilisation, en faisant crever son pays, en faisant crever ses organisations sociales, en faisant crever sa culture, en voulant précipiter la fin. Et c'est ce désir-là qui est finalement, selon moi en tout cas, qui est à la base de toutes les idées, de toutes les réflexions, de toutes les modes,
postmodernes, celles que nous avons à affronter. Et en fait, tout ce que nous avons à affronter, les idées de gauche, progressistes et ainsi de suite, je vais vous le montrer juste après, ne sont que des symptômes de cette volonté plus profonde qui est la volonté de mourir. Donc l'idée pour nous, en fait, c'est de remonter encore plus loin quand on voit un type de gauche, dire en fait, il a une envie de mourir, il n'en a pas conscience évidemment, et toutes les idées qu'il va ensuite partager, qu'il va essayer de rationaliser dans sa tête, ne sont que des prétextes, ne sont que des justifications trouvées pour exprimer en réalité cette volonté nihiliste qu'il y a au fond de lui, c'est-à-dire celle de mourir. Alors, voilà, je vous ai donné les définitions du nihilisme de manière historique, et maintenant, je vais avec vous, il fait chaud, je vais essayer on va essayer de parler de là où est-ce qu'on peut trouver le nihilisme. Alors, évidemment, je ne vais pas me faire très original en vous disant qu'on trouve cette volonté nihiliste de mourir dans l'idéologie progressiste. De partout et sous tous ces aspects, dans presque tous les aspects de l'idéologie progressiste que nous avons à affronter actuellement, eh bien on trouve la volonté nihiliste, c'est-à-dire celle de mourir. Alors, la première, on la trouve dans la moraline. Je pense que nous sommes dans un monde, et c'est pour ça que Nietzsche est très important à lire et à comprendre pour combattre dans le monde actuel, parce que c'est celui qui a le plus tapé sur la moraline. Je pense que nous sommes dans un monde qui est vraiment environné de moraline, c'est-à-dire une morale qui n'est pas la morale du quotidien. La morale du quotidien, c'est celle qui fait que on s'agresse pas n'importe comment dans la rue, on viole pas la femme, on viole pas une femme dans la rue, on est poli avec l'autre. Ça, c'est la morale du quotidien, qui est une chose absolument positive, bien entendu. Dans la morale, et donc la moraline, la morale avec un grand M, c'est toutes les leçons de morale, et c'est tout ce qui vous amène en fait surtout à vous faire culpabiliser de faire ce que vous faites ou d'être ce que vous êtes, d'un point de vue parfois même ontologique, et c'est précisément ce qu'en Europe et en France, nous sommes en train de vivre. La culpabilité profonde que l'on a essayé d'appliquer à l'Européen, aux Français, est un phénomène nihiliste parce qu'in fine, elle est censée détruire la vie qui est en vous, vous restreindre à tel point qu'elle vous empêche d'exprimer votre potentiel vital, et en fait, in fine, vous laissez mourir, vous laissez remplacer, vous laissez crever, vous laissez disparaître parce que vous seriez ontologiquement et profondément le mal. Donc tout l'antiracisme, toute la culpabilité que ressent aujourd'hui l'Européen et le Français, il faut le comprendre uniquement comme un symptôme, comme un phénomène issu d'une profonde volonté de mourir. Alors, vous allez me demander, mais pourquoi est-ce que les Français et l'Européen a cette volonté de mourir ? On en parle juste après, dans la troisième partie. Mais c'est ça, en fait, qu'il faut voir chez ces gens-là. C'est pas des idées, c'est pas de la réflexion. Toutes les idées qu'ils ont ne sont que des prétextes, encore une fois, à un sentiment maladif. Vous savez, c'est une grande leçon de Nietzsche, parce que je suis invité pour en parler un petit peu, une grande leçon de Nietzsche, c'est toujours d'estimer que nos idées ne sont que des symptômes. Vous savez, on est éduqué en règle générale pour penser qu'on a des idées parce qu'on a réfléchi. Parce qu'on s'est dit, tiens, ceci, cela, ça m'amène à telle idée. Mais en réalité, pour Nietzsche, vous avez la réflexion suit le réflexe et non pas l'inverse. Vous avez des réflexes qui viennent de vos entrailles, vous avez par rapport à votre mode de vie, par rapport à votre génétique, par rapport à plein de choses, qui vous amènent à penser certaines choses. Et elles sont en fait des conséquences, les idées, et très peu souvent des causes en réalité. Donc encore une fois, toutes les idées de l'Européen actuel qui se baignent dans la culpabilité incroyable et donc dans l'antiracisme et qui cherchent à tout prix à accueillir de l'immigration, en veux-tu, en voilà, et qui pensent que c'est juste de faire cela parce qu'il a de la morale, il y croit profondément, ça c'est un phénomène absolument nihiliste parce qu'encore une fois, in fine, c'est pour mourir. Et d'ailleurs, il peut y avoir de la jouissance dans la volonté de mourir. Il y a un instinct capiteux de la souffrance et de la volonté de se suicider. Il y a des gens qui jouissent de se sentir mauvais, de se sentir méchant, d'avoir envie de se supprimer. Et souvent, ça, c'est encore une fois issu de la fatigue. Nietzsche nous explique que quand on est fatigué, on cherche à se nourrir de choses nuisibles. Et donc l'Européen, absolument fatigué par un processus historique que l'on connaît, eh bien, il est à ce point fatigué qu'il prend jouissance à tout ce qui peut le supprimer. Et donc là, c'est quand même une cause qui est bien plus profonde, si vous voulez, que
que Macron, Hollande ou quelques petits politiques. Dans cette idée progressiste, où est-ce que l'on peut trouver le nihilisme ? Eh bien, on peut le trouver également dans l'égalitarisme. J'en ai déjà un petit peu parlé. Mais l'égalitarisme est à ce point contraire à la vie que quand on veut à tout prix l'égalité, à tout prix et de partout, c'est que on est opposé à la vie elle-même. Et encore une fois, dans la définition que je vous ai donnée du nihilisme, à chaque fois que l'on s'oppose à la vie et à ses règles, eh bien on est nihiliste. Donc l'égalitariste progressiste est aussi un symptôme nihiliste. Il y a aussi, je réfléchissais à cela quand je pensais aux social justice warriors qui veulent à tout prix l'émancipation totale, vous savez. Dès qu'on entend parler des féministes, des social justice warriors, qu'on voit beaucoup aujourd'hui sur internet, ces progressistes-là, ils pensent en permanence et ils parlent tout le temps de l'émancipation. Donc en gros, l'être humain qu'ils sont, enfin, on va dire le quart d'être humain, la demi-être humain qu'ils peuvent être, cherchent à tout prix à s'émanciper de tout. On dirait que la société les oppresse, les opprime à ce point qu'ils ne peuvent exprimer ce qu'ils sont en réalité, ils ne peuvent trouver le bonheur et ils voient le monde extérieur comme quelque chose qui en permanence les oppresse. Et donc pour eux, le salut, c'est l'émancipation totale. Or, cette volonté d'émancipation totale et de tout est encore une fois un phénomène nihiliste, une volonté du rien. Parce que le meilleur moment, le seul moment où l'être humain peut être émancipé de tout, c'est lorsqu'il est mort. Parce que la société, c'est précisément d'être en permanence, inscrit dans des groupes, c'est en permanence des rapports d'interdépendance, c'est en permanence des rapports de jugement aussi. Vous savez, ils refusent les jugements, chacun doit être... je ne connais pas leur mot anglais de merde, body shaming ou je sais pas quoi, qu'en gros chacun doit être ce qu'il veut être et ainsi de suite. Non, la société et la vie, c'est d'être pris dans une sorte parfois même d'enclos, c'est ça de vivre. Napoléon disait qu'être grand c'était dépendre de tout. La société et la vie en communauté c'est un réseau incroyable de dépendance qui nous empêche de faire tout ce que l'on veut justement. Donc dans leur volonté intellectuelle de s'émanciper de tout, ce n'est pas une idée, encore une fois, c'est au fond quelque chose de profondément nihiliste qui veut tout détruire. Eux-mêmes d'abord. Et c'est aussi quelque chose que l'on peut voir dans le féminisme, par exemple. C'est intéressant, le féminisme actuel. Je ne parle pas du féminisme premier, qui est le féminisme des droits. Dans le féminisme actuel, vous pouvez voir vraiment, mais le sentir et le repérer, c'est assez facile, ce nihilisme qui est profond. Parce que Nietzsche nous explique que, par exemple, l'une des raisons du nihilisme, c'est le mépris du corps, et c'est l'oubli du corps, c'est-à-dire l'oubli de la réalité. Quand vous oubliez ce que vous êtes concrètement en réel, encore une fois, vous êtes dans l'abstraction, vous êtes dans l'idée, et in fine, vous allez détruire jusqu'à votre propre corps. Or, le féminisme du gender, comme on l'appelle aujourd'hui, est précisément ce féminisme-là qui dénie toute responsabilité à la biologie. La biologie n'existe plus. Il n'y a que des constructions sociales, et donc le corps n'existe plus pour ces féministes-là, femmes ou hommes d'ailleurs. Et là, on a un phénomène nihiliste et qui se voit concrètement dans la vie réelle, parce que qu'est-ce qui se passe quand on se met à mépriser son corps à ce point-là ? Eh bien, vous pouvez très souvent voir ces féministes qui cherchent à enlaidir leur corps, qui cherchent à se faire des scarifications, à l'enlaidir, se faire des cheveux verts, bleus, roses, je ne sais pas quoi, souvent même se faire des injections d'hormones masculines où ça crée des êtres un peu bizarres. On voit que ce mépris du corps, cet oubli du corps est un phénomène nihiliste parce qu'au fond, ils veulent s'autosupprimer. Et c'est pour ça qu'ils vont aller jusqu'à se faire des tatouages de partout, ils vont se changer la couleur des cheveux, ils vont se scarifier profondément leur corps parce que là, c'est le symptôme pur, la preuve absolue que c'est un phénomène nihiliste. On voit, ils veulent se supprimer. Et toutes leurs idées ne sont que des prétextes pour se supprimer. Alors, ça, c'est les idées progressistes que nous connaissons et qui voilà, je cherche vraiment à ce que vous ayez ça en tête, qui découlent toutes, que ce soit l'antiracisme, la culpabilité, la moraline, l'égalité à tout prix, l'émancipation qui serait géniale et qui nous amènerait au paradis, ainsi que le féminisme du gender qui méprise le corps. Tout cela procède d'une seule volonté maladive de se supprimer soi-même, sans en avoir conscience bien sûr, et surtout de supprimer la société. Alors je vous parlais du mépris du corps. C'est la même chose pour ce qui est des organisations politiques, pour ce qui est des morphologies politiques, des États, des nations et des civilisations. Si vous prenez la définition de l'Europe, de l'Union européenne actuelle, il n'y a pas très longtemps, la nouvelle commissaire présidente, van der Leyen, a fait une déclaration pour essayer de donner la définition de ce qu'était l'Union européenne.
Et évidemment, dans sa définition de l'Union européenne, eh bien, elle n'a donné que des mots abstraits, que des valeurs. Et ça ne se passe pas uniquement à l'échelle de l'Union européenne, cette histoire, vous êtes bien payé pour savoir que ça se passe aussi à l'échelle française avec la fameuse République. Qu'est-ce que la France aujourd'hui? Ce n'est plus la France, c'est la République. Et qu'est-ce que la République? Ce sont des valeurs. Les valeurs de la République, l'égalité, la fraternité, la laïcité, ainsi de suite, ainsi de suite, ça peut être n'importe quoi. Et l'Union européenne, c'est la même chose. Quand ils ont voulu définir l'Union européenne, ils disent ce sont les valeurs d'ouverture, ce sont les valeurs de tolérance, ce sont les valeurs multiculturelles, ce sont ceci ou sont cela. C'est-à-dire qu'en fait, à la fin, ils se définissent uniquement par des choses abstraites qui n'ont plus rien à voir avec le corps et avec l'existence réelle. Et donc, quand on commence à se définir par des choses purement abstraites, c'est que l'on n'est plus rien et c'est qu'on va détruire son propre corps. Si l'Union européenne disait, bon, on peut être des valeurs, moi je suis pas contre cela, c'est vrai que l'on peut être des valeurs, mais nous sommes aussi du corps. Et qu'est-ce que le corps? C'est une nation, c'est des peuples, c'est une religion, pourquoi pas, les chrétiens, c'est ceci et cela, c'est un territoire particulier, c'est une forme esthétique, c'est une forme d'architecture, c'est certaines formes d'architecture, bref, des choses en réel. Si l'Union européenne disait ça, elle se donnerait corps. Et là, elle se donne encore, elle participerait de la vie. Vous comprenez? Elle ne cherchez pas à se détruire. Sauf que si vous oubliez tout ça, vous dites non, nous ne sommes surtout pas ça, nous ne sommes que des idées, que des valeurs, alors votre corps n'existe plus. Et donc, inconsciemment, c'est le nihilisme qui parle en vous et vous allez détruire l'Europe à la fin, c'est-à-dire la véritable, celle qui existe, celle qui est réelle. Et pour la France et la République, c'est la même chose. La France part à volo parce qu'elle n'ose plus se définir comme un corps. La France, c'est les Français. La France, c'est la religion de Clovis. La France, c'est la fille aînée de l'Église. La France, c'est ceci ou cela. Elle n'ose plus se définir matériellement, enfin matériel spirituel, disons. Elle ne peut plus dire ce qu'est la France. C'est les valeurs. C'est l'ouverture, la laïcité, la République, et ainsi de suite. Et à partir de là, le corps de la France n'existe plus, et donc c'est nihiliste parce que la France est donc amenée à mourir. Donc politiquement, c'est encore ce phénomène-là, quand on voit des gens absolument incapables de se définir par des choses réelles, c'est un symptôme nihiliste. Dans l'art contemporain, alors l'art contemporain, c'est intéressant parce que, en fait, l'art moderne, Adorno nous explique que la modernité, c'est une contestation du classique, c'est donc une négation du classique, mais c'est une négation créatrice, c'est-à-dire que le fait de nier ce qui était fait avant, on va expliquer simplement, ce qui était fait avant de manière classique et traditionnelle, le fait de rentrer en contradiction avec cela, de s'opposer à son père en quelque sorte, quand on le fait, c'est créateur. Quand vous avez un père autoritaire et tout ça, mais que vous vous dites, non, toi maintenant je t'obéis plus, je fais quelque chose d'autre, dans les premiers temps, il y a une force qui sort de là, il y a quelque chose de créateur, et donc ce n'est pas nihiliste. Mais le problème, c'est qu'Adorno nous explique que la post-modernité, celle que nous vivons, c'est la modernité en version extrémiste. Mais c'est une modernité qui n'a plus rien à contester. Parce que la contestation a déjà gagné. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, à part contester la contestation et donc devenir les affreux réacs que nous sommes sans doute ici, ou d'être traités de fachos, si vous êtes dans la postmodernité, comme nous dit Adorno, en fait, dans l'art, vous ne pouvez plus, vous n'avez plus rien à contester, vous ne pouvez plus être la négation de quelque chose, parce que c'est déjà la négation qui a gagné. Donc qu'est-ce qui se passe? Il ne reste plus qu'à nier, qu'à être la négation de vous-même, et donc à détruire l'art lui-même. Quand l'art ne peut plus se créer en miroir, en contestation de ce qui était fait jusqu'à présent, c'est-à-dire l'art classique, eh bien tout ce qu'il reste à faire, c'est s'auto-supprimer. Et donc c'est pour ça que l'art contemporain, qui n'est absolument plus un art, absolument n'importe quoi, c'est précisément un art qui se nie. Donc c'est du nihilisme, c'est un art qui n'existe plus. Voilà comment ça se passe au niveau artistique. Et d'une manière générale, vous pouvez aussi retenir que la postmodernité, ce sont les enfants, pour rester plus dans un terrain politique, ce sont les enfants donc ce sont les petits-enfants de 68, où 68 était créateur, parce qu'ils se sont opposés donc au monde classique. Donc en s'opposant au monde classique, il y avait des choses qui se créaient, mais maintenant nous n'avons plus rien à nous opposer parce que le monde classique est déjà mort. Et regardez d'ailleurs les gauchistes aujourd'hui, ils cherchent à tout prix à se trouver des ennemis et des sparring partners avec quelques cathos qui doivent rester ici ou là, la PMA, machin, à se croire en danger, mais en réalité, ils ont déjà tout détruit. Donc ils ont à ce point déjà tout détruit qu'il ne leur reste, en tant que post-moderne, qu'une seule chose à détruire, c'est eux-mêmes. Et c'est là où nous sommes dans le phénomène nihiliste. Alors aussi,
et là pour le coup on peut totalement s'entendre avec certaines critiques d'extrême gauche, il y a dans le capitalisme actuel un nihilisme pas incroyable. Ça a été étudié par Alfredo Gomez Müller, qui a écrit un livre sur le nihilisme capitaliste. Mais le capitalisme que nous vivons est tout à fait nihiliste. Je vais vous prendre plusieurs exemples. Au débeauté comme ça, aujourd'hui la création de richesse n'a plus aucun sens. La plupart des gens, peut-être d'ailleurs ici dans cette salle, travaillent pour travailler. Vous travaillez pour gagner un salaire. Vous ne travaillez pas pour... Votre travail n'a pas de sens en fait. Que vous soyez, bon, je ne donnerai pas d'exemple de boulot pour ne vexer personne, mais il y a aujourd'hui la majorité des boulots qui sont proposés à l'être humain sont des boulots qui n'ont plus de sens. Et du moment où vous n'avez plus de sens, eh bien vous êtes dans le rien. Alors certes, vous allez au boulot, vous travaillez pour avoir votre petit salaire ou votre gros salaire, tout le temps les uns les autres, votre salaire à la fin du mois pour pouvoir vivre et avoir quelques activités et quelques loisirs, mais la réalité c'est que le capitalisme aujourd'hui fonctionne sur du vide parce qu'il crée de la richesse pour de la richesse, sans aucun sens et aucune finalité à l'homme. Je ne parle même pas de Wall Street, où là c'est du grand n'importe quoi, c'est de l'argent qui est créé sur du pur vent, mais que ce soit à l'échelle des traders et des millions, ou à l'échelle du petit Français qui bosse ici et qui va à son boulot, mais qui n'y va pour rien, en fait, juste parce que c'est un boulot pour y travailler, cette absence de sens généralisé est tout à fait à la fois créatrice de nihilisme, mais surtout conclusion d'un nihilisme, surtout symptôme d'un nihilisme. Sachant encore une fois, je le répète, que vu que c'est une maladie, le nihilisme, c'est toujours à la fois une cause et une conséquence. C'est un phénomène zombie, ce que j'appelle. Vous êtes mordu par un zombie, vous allez vouloir mordre un autre. Donc tout dans le nihilisme est un phénomène qui est à la fois cause et conséquence. Dans le capitalisme, de façon très rapide, je vous dirais qu'aussi le règne de la quantité sur la qualité, que tout soit jugé à l'aune de la quantité et non plus sur la qualité, est précisément, de manière indirecte bien sûr, un phénomène nihiliste, puisque ça détériore la vie elle-même. Quand le monde est jugé sur le principe de la quantité et non pas sur la qualité, c'est-à-dire l'affirmation d'un sujet, l'affirmation d'un objet, d'une valeur qui lui soit donnée en dehors de sa pure multiplication, qui est ce qu'il y a de plus pauvre en fait, et bien là on est dans la détérioration de la vie et donc on est aussi dans le nihilisme. Mais Alfredo Gomez Müller, lui, nous explique surtout que le capitalisme est nihiliste parce que simplement il détruit tout. Il est quand même temps, même à droite, d'écouter ce que disent les écologistes, d'écouter ce que disent certains communistes. Le capitalisme dans sa machine, et il faut en avoir conscience, est dans un processus destructeur absolu. On est en train de détruire des forêts, de détruire la nature, on détruit les pays, le monde. Si l'on continue dans cette économie telle qu'elle est actuellement, c'est une économie dévastatrice, qui est profondément prédatrice, et elle passe son temps à détruire. Alors elle peut détruire même d'ailleurs socialement aussi, combien de vies elle détruit, alors elle est rentrée dans ce processus prédateur qui fait qu'elle est un processus aujourd'hui totalement destructeur. Donc le capitalisme actuel est aussi un phénomène nihiliste. Et je vais vous parler de l'écologie. Alors, est-ce que l'écologie est un phénomène nihiliste ou pas ? Eh bien, il y en a deux écologistes. Moi, je suis quelqu'un de plus en plus écolo, on va dire ça. En tout cas, c'est quelque chose que j'intègre à ma pensée absolument. Je ne le suis pas vraiment, malheureusement, en tout cas pas autant que je le souhaiterais dans ma vie quotidienne. J'espère devenir plus avec le temps. Mais l'écologie est quelque chose d'absolument fondamental, je pense, et je vais vous expliquer pourquoi juste après. C'est quelque chose de fondamental. Vouloir s'occuper de la nature pour l'humanité. Et c'est là la différence. Vous allez comprendre tout de suite la différence entre les écolos nihilistes et les écolos qui sont, on va dire, qui sont positifs, qui sont dans la vie. Dans la vie, et donc à l'inverse du nihilisme. Quand vous avez un écolo qui pense qu'il sauvera la nature en se faisant une vasectomie, je ne sais pas comment ça s'appelle, pour ne plus avoir d'enfants, qui s'oppose absolument à la civilisation occidentale, alors que c'est sans doute celle qui est d'ores et déjà la plus écolo, mais qui surtout a le plus de chances d'un jour créer les conditions et créer des technologies qui soient capables de sauver la nature, quand vous avez ce type-là qui va devenir écolo, donc pour dire il ne faut plus faire d'enfants européens, et en plus il faut détruire cette civilisation occidentale, donc l'écolo version Greta Thunberg en quelque sorte, en fait vous avez typiquement, là vous pouvez comprendre, pour moi c'est l'exemple absolument parfait, parce que vous avez typiquement là l'exemple du mec, de la fille, qui est nihiliste, et qui se cherche juste un prétexte pour s'autodétruire. Alors aujourd'hui c'est l'écologie parce que c'est à la mode, mais il se cherche un prétexte. Parce que moi par exemple en tant qu'écolo, c'est précisément parce que j'aime
je dirais pas jusqu'à dire que j'aime l'humanité, mais en tout cas j'aime mes gens, on va dire ça comme ça. Je veux que mes enfants puissent vivre dans un monde qui soit beau, dans un monde qui soit sain, et donc j'ai besoin d'être écolo pour qu'ils puissent vivre dans ce monde. Donc c'est précisément pour ça, et je vais développer ma civilisation européenne, en tout cas je vais souhaiter qu'elle se développe, parce que c'est cette civilisation-là qui va faire en sorte de pouvoir créer peut-être demain un nouveau jardin d'Éden, un nouveau paradis dans ce monde grâce à une sorte d'accord entre des nouvelles technologies et un souci profond de l'être et donc de la nature. Donc moi, mon écologisme, si je puis dire, est positif. Alors que eux, ce qui est fondamental chez eux, c'est leur nihilisme, ils veulent crever, ils veulent s'auto-supprimer, ça c'est profond en eux, et on va expliquer pourquoi juste après, et simplement, l'écologie arrive comme une mode, ils se jettent dessus, ils deviennent écolos. Ces mecs-là, ces filles-là, ils n'ont même jamais vu une vache de leur vie, ils ont vite fait un week-end à la campagne, dans la maison de belle maman ou beau papa, mais s'ils ne connaissent pas la nature, ces gens, ils n'ont pas vraiment de véritable connexion. Ce qu'ils veulent, c'est mourir. À l'époque, ils étaient à SOS Racisme, aujourd'hui ils sont écolos, ils se cherchent des prétextes pour crever. C'est ça qui est important à comprendre chez eux. Et enfin, dernier phénomène qui me semble important et dans lequel on peut voir malheureusement le phénomène nihiliste dans la vie de tous les jours, c'est le phénomène qui a existé à l'époque, et le phénomène, enfin à l'époque, qui a commencé avec le no-futur des punks. Vous savez, avec il n'y a pas de futur, cette espèce d'idée issue du relativisme justement, et qui est très forte et très prégnante chez les gamers. Je suis frappé de voir le nombre de jeunes qui ont 17, 15, 17, 18, et ça peut aller jusqu'à très âgés, des gens qui décident aujourd'hui de refuser la réalité, de refuser la vie pour se réfugier dans le monde artificiel des jeux vidéo, de l'internet, des forums et tout cela. C'est un phénomène chez les masculinistes qu'on appelle les incels par exemple, des gens qui se disent maintenant c'est trop compliqué d'aller voir des gonzesses, elles sont devenues trop chiantes et j'ai plus la force pour, de toute façon je suis trop moche, ou j'ai pas assez d'argent, ou j'ai pas la force pour essayer d'en avoir une, donc je préfère m'enfermer chez moi, me regarder des mangas et aller discuter avec mes copains sur les forums. C'est un phénomène qui commence à me faire peur parce que en fait la société postmoderne qui donc a tous les aspects de ce nihilisme-là aussi, c'est le Japon par exemple. Le Japon est un pays qui fait aussi plus d'enfants et où les jeunes préfèrent aujourd'hui rester chez eux parce que la réalité virtuelle et artificielle se met à devenir beaucoup plus intéressante que la réalité réelle, si je puis dire. Et ça, on est pour le coup totalement dans le nihilisme. Quand vous commencez encore une fois à dénigrer le monde réel, dénigrer la vie pour ce qu'elle est, avec ses difficultés, avec ses tensions, avec ses combats qu'il y a à mener, mais aussi avec toute son excitation pas possible qui peut en découler. Je parlais des filles par exemple, effectivement, c'est terrible, les filles ça a toujours fait peur aux hommes, ça a toujours été inquiétant pour les hommes, ça les a toujours fait stresser, de tout temps ils se sont suicidés par amour, ça a toujours existé cette question de tension. Quand je vois des masculinistes qui disent aujourd'hui ah ben maintenant c'est trop compliqué les femmes à cause du féminisme et ça, avant c'était plus facile, ils n'ont vraiment jamais rien lu, parce que de toute notre littérature montre que les hommes ont toujours bavé avec les gonzesses, et vice versa. C'est la vie que ce soit difficile, les chagrins d'amour, les vents et tout ça. Mais ce qui caractérise notre époque, c'est ce refus-là maintenant. À l'époque, on y allait. Ou alors, on allait chez les moines, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, il y a vraiment ce phénomène-là de jeunes gens, parfois très bien d'ailleurs sous tout rapport, qui abandonnent simplement, qui abandonnent face à la vie. Je n'y vais plus. Je n'y vais plus, tout est trop compliqué, et là nous sommes typiquement bien sûr dans un phénomène nihiliste. Donc voilà pour ce qui est du nihilisme que l'on peut constater dans notre société. Alors, maintenant la question qui découle de tout ça, c'est de savoir d'où ce nihilisme peut venir, d'où est-ce qu'il tire son origine. Alors, on va commencer avec Nietzsche, et évidemment, le nihilisme premier, celui qu'il constate au XIXe siècle, et dont nous sommes toujours finalement les enfants, c'est le nihilisme issu de la mort de Dieu, le concept de la mort de Dieu. C'est-à-dire que Nietzsche fait dire à un insensé, c'est-à-dire un homme qui n'a plus de sens justement, il lui fait dire, dans le Gai Savoir, il lui fait dire « Dieu est mort ». Ce qui signifie en fait, il ne se réjouit pas que Dieu soit mort, il dit simplement que Dieu aujourd'hui, dans les sociétés occidentales, ouest-européennes, n'a plus la force, n'a plus la puissance métaphysique pour inspirer les hommes. Il y a un athéisme profond qui s'est inscrit partout, et même parmi les chrétiens, beaucoup sont devenus des chrétiens plutôt agnostiques, où on respecte quelques règles, mais finalement on n'a plus la foi comme on pouvait l'avoir à l'époque. Et
c'est normal, le fait d'être dans les nouvelles technologies, le progrès, et ainsi de suite, ont fait que l'homme européen s'est coupé peu à peu de la religion chrétienne, même s'il en a gardé la morale, ça c'est terrible pour Nietzsche d'ailleurs, mais enfin, il s'est coupé de Dieu. Donc Dieu est mort dans nos consciences. Il a raison, le XXe siècle le montrera juste après que Nietzsche ait dit ça, il montrera que le XXe siècle n'avait presque rien à voir avec la religion. La Première Guerre mondiale, c'est du nationalisme, la Deuxième Guerre mondiale, c'est des idéologies, on ne se bat plus pour Dieu. Alors maintenant, ça revient avec l'islam, on va peut-être devoir se rebattre pour Dieu, quoique les chrétiens ne font pas grand-chose face aux islamistes. Il n'y a pas des volontés de croisade, en tout cas, j'en ai pas vu. Les gens qui aujourd'hui veulent combattre les musulmans sont plutôt des gens qui vont vouloir s'attacher à l'identité, en tant qu'identitaire, peut-être à la nation française encore, mais j'ai pas vu encore de chrétiens dire faisons une croisade contre l'islam. Donc c'est bien la preuve que ce Dieu-là, dans sa puissance métaphysique, a quand même sacrément décru dans nos consciences. Or, le problème, c'est que quand Dieu était présent, quand Dieu n'était pas mort, si je puis m'exprimer ainsi, il y avait un sens. Il y avait un sens à l'humanité. Encore une fois, il y avait une finalité. Vous étiez vivant, vous étiez sur Terre, parce que vous étiez chrétien et que vous aviez donc une mission à remplir sur cette Terre et que vous étiez surveillé H24, si je puis dire, par un Dieu plutôt alors, sympathique pour ce qui est du Dieu chrétien, mais quand même qui pouvait tout de même vous envoyer en enfer. Or, il y a ce mot de Dostoïevski que vous devez connaître, ce qui est aussi dans Les Possédés, si Dieu est mort, tout est permis. Et il y a surtout un autre mot dans ce même roman, Les Possédés, qui est très intéressant et qui traite du nihilisme contemporain après la mort de Dieu, le mot de Kirillov, qui est un malade mental dans le livre, mais qui est très intéressant. Kirillov dit que l'homme n'a inventé Dieu que pour pouvoir vivre sans se tuer. C'est-à-dire qu'en fait, il explique très bien, ce Kirillov, dans cette phrase terrible, que quand l'on n'a pas Dieu, la vie n'a plus sens, apparemment, et on aurait inventé Dieu pour, du fait de notre conscience, avoir un sens que l'on s'octroie, pour ne pas avoir à se tuer. Et d'ailleurs, Kirillov, dans le roman, ira lui jusqu'à se suicider, en montrant que c'est sa plus grande liberté d'être humain. C'est dans le suicide qu'il trouve la plus grande liberté possible, et il va montrer justement que cette vie n'ayant absolument aucun sens, depuis que l'on sait que la religion n'existe plus, elle dit que des conneries, se suicider était l'acte le plus digne de l'humanité. Donc lui, il le dit de manière consciente, mais dans le bétail humain, et je pèse mes mots quand je dis ça, dans le bétail humain, nous sommes du bétail pour la plupart d'entre nous, c'est-à-dire que nous suivons. Et nous attendons d'ailleurs, nous dit Nietzsche, le drame, c'est que la plupart d'entre nous qui ont été domestiqués et sélectionnés depuis des millénaires pour être du bétail, on attend que l'on donne un sens à notre existence, qu'une autorité supérieure donne un sens à notre existence. Très rares sont les hommes capables de se donner le propre sens à leur propre existence. J'espère que beaucoup d'entre vous font partie de cette catégorie, mais je ne vous mentirai pas, beaucoup d'entre vous ici sont du bétail. C'est-à-dire des gens qui sont incapables, mais c'est normal, de se donner son propre sens à son existence, et donc qui sont en attente d'une autorité supérieure qui donne ce sens à cette existence. La religion faisait le taf, faisait le boulot, plus personne ne va à l'église le dimanche ou très peu, de moins en moins, donc les types sont perdus. Alors, ils ont bien essayé, courant du 19e siècle, avec le scientisme, avec le positivisme, et après avec le nationalisme, avec les idéologies, de donner un sens à l'existence. Avec le scientisme, à l'époque du pur progressisme, qui a duré peut-être 10 ans seulement au 19e siècle, les gens se sont dit, allez, on va essayer de trouver un sens en développant au maximum les capacités humaines dans la science. Mais comme disait la fameuse phrase de Rabelais, que vous connaissez sans doute, science sans conscience est ruine de l'âme. Or aujourd'hui, nous n'avons plus cette conscience et ce sens, donc nous ne sommes que dans la ruine de l'âme. Et le progrès nous a conduit à de tels massacres avec Hiroshima, avec la Première Guerre mondiale, que le progrès pur scientifique ne donne aucun sens à l'existence. C'est le mot célèbre de Malraux, quand il dit dans les chaînes qu'on abat au général de Gaulle, à quoi ça sert d'aller sur la Lune si c'est pour s'y suicider. Voilà. C'est vraiment, cette phrase dit tout. Si on peut aller sur la Lune, c'est très bien, mais sans sens à l'existence, on s'y suicide. Alors, on a essayé donc avec le progrès technique à donner un sens à l'existence humaine, puis au XXe siècle, on n'a pas arrêté d'essayer de donner un sens à l'être humain. On a essayé de dire avec le nationalisme et avec même le fascisme, plus tard, le sens de l'existence, c'était d'être un Allemand, c'était d'être un Italien, un Français, et le but c'était de vivre, de faire des enfants pour créer l'Allemagne éternelle ou l'Allemagne, le Reich de 1000 ans.
Ou de l'autre côté, les communistes, on va créer le paradis sur Terre. Donc on est communiste, on participe d'un processus matérialiste historique, du processus historique qui doit amener à in fine la vérité et comment dire, la raison dans l'histoire, et donc le paradis communiste. Donc il y avait une raison à vivre. Aujourd'hui, si vous regardez bien, si vous voulez trouver donc la raison qui explique pourquoi nous sommes dans ce nihilisme incroyable postmoderne, que les gens font de moins en moins d'enfants pour ce qui est des Européens, et que cette dépression généralisée, c'est précisément parce qu'aujourd'hui, y a-t-il une raison de faire des enfants? Y a-t-il en dehors de l'intérêt purement biologique? Il se trouve que nous, Européens, on ne se contente pas seulement de l'intérêt purement biologique. On a une telle civilisation, on a un tel raffinement de la culture européenne qu'on ne peut pas se contenter juste de faire des enfants parce que nos entrailles le demandent. Aujourd'hui, si vous regardez bien, il n'y a plus de discours eschatologique, il n'y a plus de discours métaphysique qui vous explique pourquoi faire des gosses. Il n'y en a plus. Je vous dis, à l'époque, en tant que chrétien, il fallait faire des enfants parce que ça faisait partie de la volonté du Seigneur. Quand vous faites partie d'une société fasciste, on va vous expliquer, mets-toi avec une femme, crée une famille, parce que tu vas créer la race supérieure. Je ne sais pas. Dans une société communiste, c'est cela. Mais aujourd'hui, alors le seul discours, c'est le discours américain, qui a duré un temps. C'est-à-dire c'est un discours eudémonique, le discours de la recherche du bonheur. Les Américains ont dit, faites des enfants, ayez une famille, parce que ça va vous donner le bonheur. Ça a duré pendant un temps. C'est le rêve des années 90, 80, c'est à la maison, 7-Eleven, je ne sais pas pour ceux qui ont regardé cette petite série à l'époque. Donc ça c'est le rêve eudémonique. Mais ce rêve eudémonique, c'est craché totalement face à la crise économique aujourd'hui. Et donc plus personne ne croit, de moins en moins de personnes croient que, avoir une famille dans une belle petite maison avec le chien, le beau jardin et tout ça, ça va être possible et on va être heureux de cela parce que simplement, à cause de la crise économique, on ne peut même plus arriver à ça, on ne peut pas acheter la baraque et en plus dans la rue, il y a tellement de racailles que mes gamins risquent de se faire charcler et moi aussi. Donc dans cette ambiance-là, il n'y a plus de raison, il n'y a plus aucun discours qui pousse les hommes et les femmes de se mettre ensemble pour qu'ils fassent une famille et fassent des enfants. Et en fait de cela, de ce phénomène nihiliste, vous tirez après toutes les idées. Les féministes, les machins, les trucs, tout ça vient de là en fait. Parce qu'on n'a plus aucune raison dans ce nihilisme-là, de cette absence de sens, on est totalement perdu, et dans toutes leurs idées progressistes de merde, tout le reste, tout ça vient de cette cause première. Et pas de leurs grandes idées, elles n'ont pas réfléchi. Tout ça, ce n'est que des prétextes. Tout ça vient de cette cause première. Donc, d'où vient le nihilisme? Quelles sont ses origines? Bon, rapidement, Paul Bourget disait aussi que c'était une idéologie de la défaite. Parce que quand Paul Bourget parle de cela au XIXe siècle, il parle des Français d'après la guerre de 1870, c'est-à-dire une guerre perdue par les Français. Et il dit que dans les générations qui suivent cette bataille, dans la génération qui suit cette bataille, même s'ils n'ont pas fait la bataille elle-même, ils ont la défaite en eux. Et ils disent qu'en fait la défaite tue plus de gens après la bataille que pendant la bataille. Et beaucoup de gens avaient cette espèce de déprime et cette dépression profonde du fait de l'échec, de l'échec d'un projet collectif. Or là, inutile de vous faire un dessin, nous sommes absolument aujourd'hui dans cet échec du projet collectif. Nous n'avons plus d'idéologie, ça je vous l'ai dit, et la France, on est dans cet état d'esprit où finalement les 2 guerres mondiales nous ont détruits à ce point-là qu'on a échoué d'un point de vue collectif à vouloir faire de nos pays et de notre civilisation les premières sur Terre. Nous n'osons plus la volonté de puissance aujourd'hui. Les Américains l'osent encore, bien sûr, un peu, quoique de moins en moins, mais nous n'osons plus la volonté de puissance. Nous passons pour des monstres si nous disons « moi j'assume ma puissance, je veux que la France marche sur la terre entière, comme le fait très bien la Chine encore, même la Russie d'une certaine façon. » Bref, nous n'avons même plus cette volonté de puissance-là. Nous sommes les fils de la défaite. Il y a aussi, je vous parlais de la vieillesse et du sentiment que tout est fait. Il y a une très célèbre phrase de Musset dans Confession d'un enfant du siècle qui dit « Nous sommes arrivés trop tard dans un monde trop vieux ». Et c'est ce que je vous disais, c'est aussi le sentiment que l'on peut voir parmi les gens et les jeunes. Ce sentiment qui fait dire aux gens « tout a été essayé ». On a tellement fait dans l'histoire que tout a été essayé. Je ne vois pas pourquoi je me battrais aujourd'hui, pour quelle idéologie je m'engagerais et je serais prêt à y laisser ma vie, parce que le sentiment, encore une fois, que tout a été fait, qu'on est arrivé trop vieux.
Et donc les jeunes préfèrent se réfugier dans des jeux vidéo où ils peuvent jouer au chevalier du Moyen-Âge, où ils peuvent jouer à ceci ou à cela, parce qu'ils disent oh putain, ça balançait à l'époque, tandis qu'aujourd'hui, bah, tout semble petit, tout semble cornaqué, on ne peut plus faire grand-chose. Alors, cela dit, ce nihilisme, et je terminerai sur les origines, et donc cette conférence, je ne sais pas au niveau du temps, hein, 10 minutes. 10 minutes. Le concept principal, selon moi, la cause principale, fondamentale, est une cause dont on ne parle quasiment jamais, et que j'ai compris avec l'année d'études que j'ai terminée l'année dernière en psychologie évolutionniste, c'est-à-dire en théorie de l'évolution et sur les conséquences que l'évolution humaine pouvait avoir sur notre psychologie, sur nos vies de tous les jours. Il y a un concept extrêmement important qui est tiré de la biologie évolutionniste, qui est le concept, c'est un mot anglais, vous me pardonnerez, qui est un mot anglais qui est le mismatch. Alors vous savez, ceux qui ont Tinder, vous matchez avec des filles ou avec des garçons. Vous matchez, c'est-à-dire qu'en fait vous collez. La théorie du mismatch, c'est que ça ne colle pas. Des choses qui ne collent pas, qui ne sont pas faites pour s'entendre. Or, qu'est-ce que le mismatch? C'est notre génétique et le monde actuel. Alors je vais faire vite parce que c'est un continent intellectuel qui est immense, je pourrais vous en parler des heures tellement ça me passionne, mais pour moi c'est ça la cause réelle du nihilisme que nous vivons, de cette volonté de crever que nous avons. En vérité, notre génétique a été forgée par des années d'évolution, des millénaires d'évolution, durant le paléolithique en tant que chasseur-cueilleur. Il se trouve que l'homme du paléolithique chasseur-cueilleur est exactement d'un point de vue génétique celui que nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire que nous avons été formés pour vivre dans un type d'environnement, dans un type de vie, qui ne correspond absolument plus au monde que nous nous sommes créés et dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et c'est ce qui crée le mismatch, c'est-à-dire qu'il y a non-rencontre entre ce que nous sommes fondamentalement et le monde qui nous entoure et dans lequel nous vivons au quotidien. Donc, pour vous prendre une image, si vous prenez un lion de la savane, qui est fait pour vivre dans la savane, vous serez d'accord avec moi. Vous prenez un lion de la savane, vous le prenez et vous le mettez dans une cage de 10 mètres carrés et vous le laissez comme ça pendant 10 ans. Imaginez que ce lion puisse parler, qu'il soit possible de lui tendre un micro après 10 ans pour lui demander ce qu'il pense de la vie et quelles sont ses idées sur l'existence. Est-ce que vous pensez que ce lion ne sera pas devenu complètement taré, n'aura pas des envies de suicide et donc ne donnera pas que des idées qui soient pour le coup nihilistes, c'est-à-dire des idées folles qui le poussent à sa propre mort? Bien entendu, il sera devenu taré. Et bien ce qui se passe à l'être humain en société postmoderne actuellement est exactement la même chose. C'est-à-dire que le type, pour vous prendre une caricature, qui vit dans une ville, qui a été bourré tout ce qui est éléments pathologiques, toutes ces choses, comment on appelle ça, des perturbateurs endocriniens, qui a été bourré à cela. Donc en plus, il a plein de problèmes hormonaux en lui, plein de problèmes qui nous créent des cancers, justement, qui créent tout ça. Mais il y a déjà plein de merde déjà intérieurement, qui bouffe de la merde, qui voit du gris, de la laideur tous les jours parce qu'il vit en ville, qu'il vit dans une banlieue, petit machin, je peux vous faire la liste de tout ce qui est mismatch dans nos vies de tous les jours, mais des choses que l'on vit, pour lesquelles nous ne sommes absolument pas faits et qui nous rendent fous au jour le jour, au quotidien. Ben cet individu-là, postmoderne, donc on va dire l'individu parisien, celui qui est à Paris, ben, il ne peut avoir que des idées à la con, si je puis m'exprimer ainsi. À la fin, quand son cerveau va se mettre en marche, parce que son corps regerme totalement par rapport à la vie qu'il a au quotidien, son corps lui dit « si c'est pour vivre de cette façon, moi je veux crever ». Mais comment ça se passe dans le cerveau? Le cerveau irrationaliste, ou, encore une fois, ce qui parle c'est le réflexe, et qui se transforme, parce que nous sommes des êtres humains, dans la réflexion. Donc inconsciemment, toutes les idées qui vont germer dans sa tête, c'est des idées qui doivent le pousser à crever, à s'auto-supprimer lui-même et à supprimer la société dans laquelle il vit, sa civilisation. Et donc toutes les idées progressistes, toutes les idées d'aujourd'hui viennent de ce mal profond, c'est que génétiquement nous ne sommes pas faits pour vivre dans cet environnement. Voilà là une cause qui est évidemment plus complexe, encore une fois, que ce que l'on nous raconte parfois à droite ou même à l'extrême droite. Ce serait beaucoup plus facile de dire « Ah mais non, mais toutes les idées mauvaises que nous avons, c'est les francs-maçons, c'est les reptiliens, c'est ceci, c'est cela. » Ça c'est facile pour nous d'avoir une cause identifiée, catégorisée, parce qu'on sait qui on peut combattre, c'est facile d'avoir ça.
Sauf qu'en fait, toutes ces petites causes ne sont que des conséquences d'un mal beaucoup plus profond qui correspond à la société postmoderne dans laquelle nous vivons. Alors voilà, pour parler un petit peu des origines du nihilisme comme ça, évidemment, la grande question que je pense maintenant on doit se poser, que vous avez peut-être envie de me poser, c'est comment est-ce qu'on en sort. Alors je vais être très rapide parce que j'ai plus le temps, et que de toute façon, moi je travaille sur tous ces sujets-là, donc si vous me suivez mon travail, j'espère qu'on va pouvoir avancer là-dessus. Mais l'idée, c'est que l'on doit pouvoir dépasser la société dans laquelle nous sommes, pour juste, donc à travers par exemple l'écologie aussi, pour retrouver un monde qui corresponde bien davantage à ce que nous sommes fondamentalement, et qui nous permette justement de sortir de conditions de vie qui nous amènent nécessairement au nihilisme, c'est-à-dire au suicide. Donc on doit combattre toutes ces volontés suicidaires qui viennent de tout ce que je vous ai déjà un petit peu dit, la moraline, tout ça, donc ça on doit les combattre en nous, et on doit les combattre dans la société, en transformant cette société, ou en créant une autre qui se tienne loin des folies postmodernes. Je vais rester là, je pense. Voilà. Deux précisions avant de passer à la séance de questions-réponses. Enfin, trois précisions, on va dire. Julien a parlé de Pierre Le Vigan au début de son exposé. Ça tombe bien, Pierre Le Vigan est notre prochain invité. On voulait le dire sur Internet, j'en profite, je le dis tout de suite. Ouais. Prochain invité le 15 janvier, il ne viendra pas nous parler de Nietzsche. On est en train d'entamer un cycle philosophie finalement. C'est pas fait exprès, mais c'est plutôt bien réalisé. Il ne parlera pas de Nietzsche, il viendra nous parler de Platon. Ok, donc le 15 janvier, Platon, Pierre Le Vigan. Seconde précision, à l'issue de la séance de questions-réponses, nous resterons ensemble, pour ceux qui le souhaitent, pour boire un verre, ici, pour remercier aussi le patron de nous accueillir. Durant ce verre, Julien sera amené à répondre à quelques questions de Radio Lorraine Enragée, qui est notre radio partenaire. Vous trouverez donc sur la chaîne YouTube de Radio Lorraine Enragée l'entretien enregistré avec Julien avant la parution de cette conférence probablement. Je vous inviterai simplement à ne pas le déranger pendant l'enregistrement de cet entretien. Troisième chose, à la fin, Laurent vous attendra, donc notre trésorier et cofondateur du Club du Mercredi qui est arrivé en cours de conférence, vous attendra au niveau de la sortie pour recueillir la participation financière. Voilà, histoire de terminer sur une petite note un petit peu négative de mon propos. Je vous passe la parole. Qui a une question pour Julien? Ouais, alors, voilà, au niveau des caméras. Ça tombe bien, je suis un peu malade. Ça va, nickel. Bah, t'approches pas trop là. Donc, j'ai écouté la conférence, c'était super. Donc, au mois de septembre, il y avait Michel Onfray qui était venu à Nancy pendant la fête du livre et qui avait dit qu'il commençait seulement à comprendre Nietzsche. Alors moi qui suis un peu plus bête, je pense que j'ai pas compris Nietzsche encore. Mais je reviens sur la question de la mort de Dieu qui a été abordée, sur la quête de sens. Et je vais citer un auteur qui est plutôt de gauche, mais qui est Emmanuel Todd, et qui dans son livre Qui est Charlie avait développé le concept de catholicisme zombie, avec le fait de se culpabiliser, mais vraiment se culpabiliser pour se culpabiliser, et qui rattachait ça justement à l'aspect de la religion catholique, qui était un catholicisme zombie sans religion, mais juste le reste de la culpabilisation, et qui était en fait, moi je l'analyse plutôt comme ça, et j'aimerais bien avoir l'avis, qui est en fait simplement en mai 68, il y a eu une nouvelle bourgeoisie qui a émergé, qui a détruit l'autre bourgeoisie, mais qui est restée encore un peu, qui a gardé des codes religieux catholiques de s'auto-culpabiliser. Et aujourd'hui, où, comme disait Nietzsche, Dieu est mort, mais c'est pas un monde athée, mais c'est simplement qu'il n'y a plus de souffle. Et je me demandais si ce concept de catholicisme zombie pouvait pouvait vraiment confirmer le côté que Nietzsche dit que le catholicisme, le christianisme ne correspond plus à l'Europe et qu'on va vers autre chose. Est-ce que c'est par rapport aux gens qui sont à droite, qui défendent une identité chrétienne, est-ce que c'est encore pertinent? Parce que, juste, je finis là-dessus, le dernier élément, c'est que lorsque l'historien Paul Veyne écrivait « Notre monde est devenu chrétien », il ne dit pas que c'est la naissance de Jésus, mais c'est en 314, lorsque Constantin, l'empereur, décide que le monde romain va devenir chrétien.
et il dit que c'est là que l'Europe devient chrétienne. Et est-ce que les gens qui défendent en fait cette identité chrétienne à droite, qui s'accrochent à ça, est-ce que ça a vraiment encore un sens, ou est-ce que ça participe plutôt au nihilisme de votre point de vue? Voilà, c'est un peu complexe, mais c'est un peu mon idée. Non, mais je vois la question. Alors déjà, juste une petite réflexion sur ce que tu dis sur Onfray. Ça m'étonne pas, je savais pas, mais ça ne m'étonne pas qu'il ait dit qu'il commençait juste à comprendre Nietzsche, parce qu'il est en train de changer. Il change très vite, et ça se voit qu'il a toujours parlé du nietzschéisme. Il a voulu vendre la babiole du nietzschéisme de gauche, qui est une absolue bêtise, une incroyable bêtise. Il a commencé comme ça, et là maintenant il commence à comprendre, mais il est encore assez nihiliste, hein, notamment dans l'idée que les Européens doivent se suicider, et comme Épicure, s'enfermer dans un jardin et laisser le monde alentour crever. Donc il est encore nihiliste. Je lui souhaite de lire encore Nietzsche davantage pour essayer d'en sortir. Sur la question de la chrétienté, c'est une question éminemment compliquée que celle que tu me poses, parce qu'en gros tu me demandes, est-ce qu'on doit rester chrétien ou pas? C'est ça la question fondamentale. C'est de dire, à droite, et de ceux qui veulent sauver la civilisation, je reformule, si tu me dis si j'ai juste, ceux qui veulent reformuler, et ceux qui veulent sauver la civilisation européenne, doivent-ils utiliser le christianisme? Doivent-ils être encore chrétiens? Ou doivent-ils le transformer pour avoir d'autres chevaux de bataille en quelque sorte? C'est un peu ça? C'est ça, ouais. Bah, c'est une question. Le christianisme a absorbé des idées du monde latin, les philosophes grecs ont survécu dans le christianisme. C'est une question très compliquée. Ce qui est vrai, c'est que le christianisme. Moi, j'ai beaucoup d'amis chrétiens. Et je suis chrétien, j'ai été élevé chez les bonnes sœurs, donc j'ai vraiment une éducation totalement chrétienne. Mais j'ai beaucoup d'amis chrétiens et que j'aime profondément. C'est des êtres super intelligents, batailleurs, vraiment. Donc j'ai du mal à les mépriser et à dire maintenant oubliez vos sornettes de christianisme, parce que c'est vraiment des gens super. Maintenant, si on regarde le christianisme institutionnel, c'est-à-dire celui qui existe vraiment, c'est celui du pape actuel, et qui semble plutôt nihiliste, dans la mesure où il cherche à détruire l'Europe, en tout cas pour ce qui est de ce à quoi moi je tiens. Disons qu'un christianisme qui n'est plus que moraline, qui a abandonné le dogme, qui a abandonné la loi, et qui a abandonné la force en fait, devient un poison. Et c'est pas moi qui le dis, c'est quelqu'un comme Maistre, qui est pourtant le héros des réactionnaires chrétiens. Joseph de Maistre écrit que le christianisme, le christianisme, si ce ne sont que les évangiles, non, il dit les évangiles sans le dogme, c'est du poison. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui a équilibré dans la civilisation européenne le christianisme, c'était les évangiles, c'est-à-dire le discours du Christ, qui est un discours moral, pas que d'ailleurs, mais qui est pris pour cela, surtout, qui est un discours de tendre l'autre joue, aménité, ce genre de choses, qui pas que, je sais, je vois déjà des chrétiens qui disent c'est pas que ça, je sais, mais les évangiles, c'est surtout un discours de compassion, c'est la charité sort de là. Mais il y a le dogme, il y a la loi, il y a la verticalité de l'Église. Et ces deux éléments ont participé en tout cas à l'âme européenne, mais il fallait les deux. Or, depuis Vatican II, eh bien, tout ce qui est de l'ordre de la verticalité, du dogme, de la loi, a été mis de côté pour n'en garder qu'un esprit en plus simpliste des évangiles, c'est-à-dire essentiellement la charité. Et partant de là, quelque chose qui n'est plus que moraline, comme je l'ai expliqué rapidement, est nihiliste. Et donc ne peut amener qu'à la destruction du corps et de ce que nous sommes. Donc moi, j'allais dire, c'est comme toujours avec les chrétiens, ce n'est pas à moi de répondre à la question. En fait, c'est ce que je dis, c'est que c'est à eux de répondre. Moi, je sais ce qui appartient à la vie, ce qui crée de la vie, ce qui est créateur, et ce qui permet de développer l'existence, de développer ma civilisation, de faire en sorte que je puisse avoir des enfants qui soient dans un monde qui soit correct, beau, et qu'ils puissent créer eux aussi, et dépasser encore la civilisation européenne et aller encore plus loin, car c'est dans notre nature. Moi, c'est ça que je veux. Maintenant, les chrétiens, vous êtes avec moi ou pas ? C'est à vous de répondre à cette question. Je sais qu'il y en a qui le sont de mon côté, mais je sais aussi qu'il y en a de plus en plus qui ne le sont plus. Donc je ne suis pas pape, moi, je ne suis pas un religieux. C'est à vous de répondre à cette question. Tu as une question ? Oui. Bonsoir, merci pour votre conférence. J'aimerais savoir si finalement, pour rebondir sur le côté chrétien,
faut-il être forcément, je pense que non, mais faut-il être forcément croyant en Dieu? Faut-il croire en Dieu pour ne pas être nihiliste? Et autre question subsidiaire, vous parliez du pape. Le nihilisme papal viendrait-il de Vatican II ou est-il plus récent? Je ne rentrerai pas sur toutes ces questions de Vatican II, déjà d'une, parce que je ne suis pas un spécialiste, donc je ne veux pas parler de choses que je ne maîtrise pas totalement. Je sais, mais je suis quand même les débats qui expliquent que Vatican II, en fait, est très correct dans le texte, mais c'est l'esprit du temps, c'est ce que les chrétiens appellent la pastorale, qui s'est vachement gauchisé, et donc ce qu'on attribue purement à Vatican II n'est en fait pas issu du texte de Vatican II, mais issu de l'esprit du temps, auquel ont adhéré beaucoup de prêtres et beaucoup de prélats. Donc voilà. Donc ça, le nihilisme chrétien, si on est dans Nietzsche, il vient de plus loin. Le nihilisme chrétien, c'est à chaque fois qu'il y a mépris de la vie. Il y a deux christianismes. Il y a un christianisme des catacombes, ce que Evola disait, un christianisme des catacombes et un christianisme solaire. Il y a un christianisme qui est de l'ordre du mépris du corps, du mépris de la réalité, de la haine de la vie, et que tout se passera au paradis, le vrai monde c'est le paradis, et que ce monde-là est méprisable, il faut le brûler. Et il y a un christianisme qui est plus moyenâgeux pour le coup, qui s'est opposé d'ailleurs aux Ariens, aux Cathares, pour cette raison, c'est-à-dire dire que le monde a une importance, a de la valeur, et qui a plutôt investi dans la théorie de l'incarnation, c'est-à-dire que la vie est une incarnation aussi de la divinité en quelque sorte. C'est pas la divinité, bon là on est dans la métaphysique, mais c'est quelque chose de la création divine, donc qui doit être respecté, et qui doit se vivre et se multiplier aussi. Donc il y a deux christianismes, encore une fois, là je suis assez évolien sur la question, celui des catacombes et le solaire. Maintenant, qui disait est-ce qu'il faut croire en Dieu pour ne pas être nihiliste? Non, j'ai sûrement pas dit ça. Je dis que le bétail humain, malheureusement, a besoin qu'on lui apporte un sens, que ce soit une autorité supérieure qui lui donne un sens à son existence. Et donc quand ce bétail humain que nous sommes, bien domestiqué par 10 millénaires d'agriculture, de sédentarisation et d'État, monstre froid, bien lui, quand il n'a plus la religion du jour au lendemain, alors là, il était complètement paumé et il a commencé à avoir des réflexes nihilistes. Donc il y a plein de gens qui, eux, ont besoin de croire en Dieu, effectivement, pour se donner un sens. Mais la question qui doit se poser pour nous, c'est comment est-ce qu'on peut, avec ou sans Dieu, ça c'est à chacun de répondre, comment est-ce qu'on peut redonner un sens à l'humanité? C'est la question que je vous ai posée, pourquoi faire des enfants? En fait, la seule question philosophique d'importance, à laquelle on n'a pas répondu depuis un siècle, c'est pourquoi faire des gosses? Et ça, c'est nous, la nouvelle génération, de droite, de ce que vous voulez, on va devoir travailler sur la question. D'accord. Bonsoir, déjà merci d'être venu, bienvenue à Nancy. J'ai deux petites questions à poser. Fais court, hein, vraiment c'est très court, c'est très court, c'est très simple, après libre à lui de développer ou pas. La première c'est en fait pour moi il y a un problème qui revient assez souvent, c'est un problème de dialectique sur le mot progrès. Maintenant c'est vrai qu'on entend de plus en plus de dire non le progrès, alors c'est vrai que pour moi, le progrès, c'est un mot qui a beaucoup de sens et c'est quelque chose qui est quand même assez objectivable. Si on prend, je sais pas, l'espérance de vie, les hôpitaux, le service public, et justement de dire, non, on est contre le progrès, c'est-à-dire, je sais pas, moi, le flicage, quand la technologie elle est un peu déviée, de dire, du coup, on est contre. Est-ce qu'on ne se fait pas un peu piéger par les mots de la même manière que quand on est, aujourd'hui, on ne doit plus dire le mot discrimination, alors qu'à la base, le mot discrimination, c'est un mot neutre. Si on ne fait pas de discrimination, on ne fait pas de mathématiques, on ne fait pas de sociologie, on ne fait pas de statistiques, etc., etc. Donc du coup, ce problème-là de ce mot progrès, c'est juste, moi ça me fait un peu peur, entre guillemets, ça c'est juste ma première question. Et la deuxième, elle est un peu plus simple, un peu plus légère, entre guillemets. Comme tu es un orateur, comme tu es en place publique, comme tu es visible, entre guillemets, il y a aussi un risque de retour de bâton. On voit qu'il y a des gens sur Internet qui sont censurés ou ils sont moins visibles sur YouTube, etc. Est-ce que toi, tu penses à ce genre de choses? Est-ce que toi, tu te mets des limites dans ta entre guillemets, carrière intellectuelle, je ne sais pas comment l'appeler ça? Est-ce que tu penses? Donc voilà, donc ma première question, c'est sur le mot progrès. Et ma deuxième question, sur un peu ta carrière, la censure, tout ça. Voilà. Merci pour tes questions. Alors, oui, évidemment, tu as tout à fait raison. En fait, normalement, ce que font les conservateurs, c'est qu'ils cherchent à distinguer le progrès du progressisme. Et que le progrès, c'est une donnée, comme tu dis, objectifiable, c'est-à-dire quelque chose qui nous a amené d'une expérience de vie de 50 ans à 70 ans. Ce sont des choses que l'on peut
que l'on peut toucher, qui existent et qui sont en réel et qui ne sont pas toutes à rejeter, loin s'en faut, même il y a beaucoup de choses qui sont totalement positives. Donc les conservateurs en règle générale disent il y a le progrès et on ne s'oppose pas au progrès, nous on s'oppose au progressisme, c'est-à-dire l'idéologie qu'ils font découler de ce progrès. Mais moi je pense que c'est pas suffisant. Donc tu prêches un converti quand tu dis que tu as des difficultés à attaquer ce mot progrès, et même auprès des gens, il est difficile de dire on est contre le progressisme, parce que progressisme sonne in fine toujours assez positivement. Et conservateur, surtout en France, c'est vraiment un mot qui est difficile à faire passer. Alors c'est pour ça que moi qui travaille sur ces questions, je te parlais tout à l'heure du gros travail que j'ai fini sur la théorie de l'évolution. Donc je suis totalement là-dedans dans la philosophie que je cherche à développer dans ma carrière intellectuelle, comme tu as dit, je vais t'en parler juste après. Et c'est pour ça que moi, je veux opposer désormais au progressisme, non pas le conservatisme, mais ce que j'appelle l'évolutisme. Sur une idée qui est très simple, qui est de dire, depuis qu'on progresse, on n'évolue plus. Depuis qu'on est dans le progressisme, on n'évolue plus. Et en fait, du coup, c'est de récupérer un mot qui est très intéressant et qui est aussi positif, le fait d'évoluer, et de le faire nôtre. Notre but, ce n'est pas de revenir à, c'est de dépasser ce que nous sommes. C'est-à-dire de conserver, pour le dépasser, il faut le conserver et le dépasser. Que le progressisme, eux, leur but, c'est de faire table rase, c'est de détruire. Donc, je ne suis pas conservateur, je suis évolutiste. C'est-à-dire que moi, je suis en faveur de l'évolution. Et qu'est-ce que je constate? Que depuis que vous, progressistes, êtes au pouvoir, eh ben, on n'évolue plus du tout. On régresse. Alors, vous êtes dans votre progressisme, mais on régresse. Un paradoxe, là. Hein, mais moi, je suis pour l'évolution. Donc, je pense que c'est un mot, je vais essayer de le développer dans mes activités. Nous, de droite, anti-progressiste, on ne doit pas être conservateur, enfin, on peut l'être sur plein des aspects, mais on est évolutiste, on est pour l'évolution. Et là, je pense qu'on peut arriver à les baiser avec ça, pour être un peu vulgaire. Quant à ma carrière, je la... L'aspect censure, où tu vois, il y a des gens qui voient bien qu'ils ont des difficultés, ou des procès, ou d'autres choses. Hein. Ben Bien sûr, mais... Oui, moi je me lance là vraiment là, depuis un mois, la conférence sur Nietzsche, c'est celle qui l'a lancée. Je veux me consacrer à ce monde des idées de plus en plus et vivre de ça même, parce que je pense qu'il y a vraiment, bon, ça c'est de la vanité personnelle, après les gens jugeront, mais moi je pense qu'il y a un déficit aujourd'hui dans la pensée de droite, et je fais partie des gens qui peuvent apporter quelque chose à cela, et j'espère que j'aurai un auditoire qui soit le plus grand possible, évidemment. Mais c'est compliqué parce que comme tu dis, sur YouTube on n'est pas mis en avant, et puis les grands médias ne nous invitent pas tant que ça non plus. Donc c'est supprimé aussi directement. Et c'est parfois supprimé. Donc c'est peut-être hein. une gageure, c'est peut-être une. Mais je vais essayer, on va essayer. Et puis aussi, l'idée aussi c'est de créer, si tu veux, une vraie dynamique. Si les gens se disent là il y a de la vie, là on n'est pas dans le nihilisme, là c'est pas simplement scrogneux, c'était mieux avant. Parce que ça on est tous d'accord. Et si c'est pas juste ça, et qu'il y a dit, voilà, là on a une idée, là on a quelque chose, on a un vrai projet, une vraie vision, et quelque chose qui peut répondre même à la question pourquoi faire des gosses, pourquoi vivre, continuer à vivre tout simplement. Là peut-être que des réseaux vont s'enclencher encore davantage, il va y avoir des soutiens, des choses, c'est-à-dire peut-être qu'on pourra créer notre propre monde in fine, tu vois. Donc c'est peut-être ça aussi l'objectif. Attends, je vais c'est pour rebondir. J'ai 3. Tu rebondis en une seconde, tu rebondis dessus en une seconde. Ensuite, monsieur, tu voulais aussi 2. Il reste combien? Levez la main toutes les personnes qui veulent poser une question. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On essaye de tout faire en 20 minutes. Attaque vite. Je m'assois, ça ne vous dérange pas. Là, tu disais que tu voulais investir le monde des idées. Alors, tout à l'heure, tu parlais du fait que les idées finalement découlaient du mode de vie, de notre condition corporelle, etc. Est-ce que justement, c'est pas un peu paradoxal de repartir des idées pour retrouver un sens à la vie et pas tout simplement partir de notre philosophie du quotidien, ce qu'on fait au quotidien, notre façon d'agir, etc. C'est tout à fait vrai. Ta question est évidemment très intelligente. Déjà, il faut être capable de le dire, c'est-à-dire que dire à quelqu'un qui se sent en problème avec cette société, lui dire tu régleras ce problème davantage
dans une sorte de développement personnel et un retour à des choses réelles, plutôt que simplement à bouffer tous les livres pour essayer de comprendre sur un tableau noir quelle est la cause de la conséquence de machin, est-ce que c'est les Vatican II avec les francs-maçons ou les juifs ou les je sais pas quoi, à se créer des trucs dans les têtes incroyables si tu veux, et qui n'existent à la fin que sur des tableaux noirs. C'est l'Union Européenne, c'est machin. Non, c'est déjà repartir, il faut que des gens puissent le dire, ça repartait du réel et du quotidien. Mais deuxièmement, il y a aussi quand même, pourquoi est-ce qu'il faut investir le monde des idées alors même qu'effectivement les idées ne sont que des symptômes, c'est que nous sommes mûrs aujourd'hui, les gens comprennent bien qu'il y a un problème avec le monde dans lequel ils sont. Donc, leur corps est en train de dire, au choix, suscite-toi. Donc eux, à mon avis, ils sont peut-être foutus d'ailleurs, mais il y en a beaucoup, et j'espère que cette salle en est la preuve, qui commencent à dire, il faut que je m'échappe. Mais la question c'est, m'échapper où ? Et comment ? Et c'est là que nous, on doit être présents. Donc, oui, il y a plein de gens, dans ce monde postmoderne de merde, l'instinct c'est, allons-y, crevons. Et eux, il va falloir les tenir à distance comme un troupeau de zombies, vraiment, ils sont très dangereux. Mais il y en a de plus en plus qui, eux, ont un instinct salvateur qui est de dire, échappons-nous. Donc l'idée c'est de construire la route pour pouvoir s'échapper. Les personnes qui viennent de lever la main pour poser une question, je vous invite simplement à vous rapprocher, comme ça, je posais la donc ça c'est pas la peine. Pareil. Pour les personnes qui étaient au fond, rapprochez-vous. Voilà, c'est bon, on reste sur ces effectifs-là. Ok, vas-y. Ouais. Bonsoir Julien, je te suis depuis un moment, félicitations pour ton travail, j'imagine que tu récoltes plus d'emmerdes que de satisfaction, si ce n'est la satisfaction personnelle de faire ce en quoi tu crois, donc félicitations pour Merci. ça. T'as pas parlé d'un truc, il me semble, sur les raisons de vivre finalement qui nous manquent. Moi je suis en train de réfléchir personnellement là-dessus. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, vraiment j'y adhère à mort. Mais est-ce que tu penses pas que tu vas voir, tout le monde va comprendre où je veux en venir, avoir un ennemi, c'est aussi un ennemi commun, global, peut-être européen, c'était l'idée de Malraux, peut donner une raison, peut donner une envie, peut donner envie de faire des enfants, par exemple. Dans Zarathustra, Nietzsche dit « le mal est la meilleure des essences ». Donc évidemment, la volonté de... Évidemment, même dans la psychologie, dans la psychologie humaine que Nietzsche décrit, il parle de l'instinct de cruauté que nous avons en nous, c'est-à-dire le désir d'avoir un ennemi et de se battre, et de tuer, fondamentalement. Et que quand on perd cet instinct-là, on le retourne contre soi-même. Donc c'est aussi une cause du nihilisme dont je n'ai pas parlé, mais Nietzsche nous explique que quand on n'a plus envie de tuer quelqu'un, en gros, on veut se tuer soi-même. Donc évidemment, d'avoir un ennemi, d'avoir une cause pour laquelle combattre, et de se dire, tiens, lui est en train de détruire les conditions de vie que je veux pour moi et pour mes enfants, c'est évidemment très utile, bien entendu. Mais, comment dire, moi ce que je ne veux pas, si tu veux, on se tutoie, excuse-moi. L'ennemi, à la limite, il y a plein de gens qui parlent de lui, et il n'y a même pas besoin d'ailleurs d'en parler, il est de plus en plus caractérisé, je veux dire, c'est celui qui va empêcher notre civilisation d'exister et de se perpétuer. Moi ce qui m'intéresse, c'est que, à essayer de faire, c'est que pour arriver à combattre sainement, il nous faut l'ennemi, tu as raison, mais il nous faut aussi l'idée du monde que nous voulons construire. Alors si on n'est que dans la destruction de l'ennemi, on risque le nihilisme aussi. C'est-à-dire que si on n'est que dans la haine, en quelque sorte, on risque le nihilisme aussi. Moi je connais beaucoup de gens parce que la droite, et ce qu'on appelle l'extrême droite, je la connais depuis pas mal d'années maintenant. J'ai été directeur du FNJ, donc j'ai connu des réunions comme ça où il y avait 50, 100 personnes, 200 personnes, où j'ai parlé des petits jeunes, j'en ai parlé à des milliers. Et ben quand le sentiment dominant c'est la haine, qui est normal, moi je suis pas en train de... Objectivement, il y a plein de raisons d'avoir la haine aujourd'hui. Hein. Et quand c'est le seul sentiment qui existe, la pure haine et donc le pur ressentiment, on parlait d'un certain site tout à l'heure dont je ne citerai pas le nom, vous comprendrez maintenant de quoi je voulais parler quand je disais que je le critiquais de plus en plus. Quand on n'est que dans la haine et dans le ressentiment vis-à-vis de cet ennemi, on va in fine s'autodétruire aussi. Donc il faut arriver à articuler les deux. C'est parce que j'aime ce monde, ou j'aime ce monde que je veux créer pour mes enfants, que je dois le protéger, le défendre et que je dois sortir les armes s'il le faut. Mais ça découle du coup d'un sentiment qui est différent. Et celui qui est sain, à mon avis, et profondément sain, c'est celui-là. Et moi, j'ai un ennemi parce qu'il s'attaque à ce monde-là, pas parce que j'ai juste la haine. Ouais.
Voilà. C'est moins accessible tout de suite. Mais... Ouais. Mais c'est important d'avoir qu'il y en ait aussi qui construisent ça à côté, quoi. Merci. Monsieur. Merci. Alors moi j'ai peut-être une question volontairement, une question provocatrice, dans le sens où... Pardon, une question provocatrice dans le sens où est-ce que vous ne pensez pas que le nihilisme du fameux bétail dont vous parlez actuellement, il n'est pas, sans dire qu'il est orchestré, qu'il est en tout cas contrôlé par certaines élites, notamment certains, quand on voit notamment les patrons de Google, de Facebook, qui eux ont bien compris qu'il fallait revenir à ses sens premiers, quand on voit que ces gens-là redeviennent véganes, qui font attention justement à ce que leurs enfants n'adhèrent pas à cette société consumériste dans laquelle on vit. Ils ont bien compris la finalité dans le monde dans lequel on vit, et finalement ça les arrange bien de voir cette population tomber dans le nihilisme, pour finalement garder leurs avantages. Voilà, sans tomber non plus dans le conspirationnisme. Bien sûr, mais c'est pas du tout une question provocatrice, c'est une question très intelligente. Il y a, et j'aurais pu en parler, mais c'est un sujet, je pourrais rester des heures avec vous pour en parler. Il y a un livre qui est sorti il y a quelques années déjà, qui s'appelle Règles pour le parc humain du philosophe Peter Sloterdijk, qui est un philosophe allemand, qui a fait scandale parce qu'il expliquait que justement les hommes sont issus de la domestication et que nous sommes du bétail, et que l'idée c'est qu'est-ce que l'on fait de ce bétail. Donc quelles doivent être les règles pour le parc humain. Donc un Allemand philosophe qui écrit un truc pareil au XXIe siècle, ça a fait scandale, j'imagine. Mais bon, il se trouve que c'est l'un des plus grands, c'est même considéré comme le plus grand philosophe vivant actuel. Finkielkraut a écrit un livre avec lui, c'est vraiment une star. Mais il parle de ça. Et donc, l'idée, effectivement, qu'il y ait des élites qui, d'une, profitent de ce nihilisme-là pour faire fortune ou pour faire fructifier ce qu'ils sont, c'est tout à fait vrai. Et de deux, qu'elles aient conscience que finalement, ce bétail existe, qu'il faut juste simplement lui donner de quoi continuer de vivre, et nous, on se préserve de tout cela, c'est tout à fait vrai aussi. Je veux dire, j'en ai parlé plusieurs fois. Quand vous lisez justement les mémentos des élites comme Brzezinski, qui est mort il n'y a pas très longtemps, quand il écrit qu'il faut donner au peuple du tititainment, c'est-à-dire des titis, les saints, et tainment, des jeux, c'est les nouveaux pains et jeux, comme les Césars, on leur donne de quoi bouffer au bétail, et aujourd'hui on leur donne la bouffe, le supermarché, et on leur donne aussi du cul, du porno, du machin, pour qu'ils s'amusent, quoi. C'est nous, mais ça c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Mais la question c'est, déjà, s'ils n'ont que ça en tête, c'est qu'ils sont aussi les victimes du nihilisme, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas aller plus haut, ils ne veulent pas faire des choses plus grandes, ils ne veulent pas utiliser ce bétail-là, pour parler de façon très provocatrice, pour en faire des choses grandioses, parce qu'à la limite, il y aurait des choses grandioses à faire avec le peuple, avec les gens, des choses magnifiques. S'ils ne veulent pas faire ça, c'est qu'eux-mêmes ont cette maladie nihiliste en eux, et après nous, l'important c'est de le savoir pour nous préserver aussi, comme ils le font eux, nous préserver nous, nos familles, nos amis et tout ça, de ce monde-là. Donc, que les élites aient conscience et qu'elles en profitent, c'est tout à fait vrai, sans aucun doute. Devenons nous-mêmes des élites, enfin, ou du moins, préservons-nous pareil que ce qu'ils font, détachons-nous. Bonjour, alors bonjour. Moi j'ai plus une réflexion qu'une question. C'est en fait, pour prendre une première information, où, quand on sait que par exemple la génération du baby boom est la première génération à ne pas avoir connu la guerre depuis très très longtemps, du coup, quand on reprend la génération précédente qui a connu la guerre, donc qui a connu cette notion de survie, cette notion de mort, enfin de toutes ces choses-là qui font qu'on va faire des choix pour évoluer, pour avancer. Et aujourd'hui, on est dans on nous vend un monde qui est du coup complètement différent. On est 70 ans plus tard, enfin 80 ans plus tard, et on nous vend un monde qui est tout rose, comme s'il n'y avait plus de guerre, mais on sent ce déséquilibre. Je pense que tout le monde ici sent ce déséquilibre aujourd'hui actuel de la société et de la France. Et ce déséquilibre, qu'est-il en fait? Est-ce que c'est une genre de guerre immatérielle dont les valeurs dont vous parliez, où la France n'est plus justement de cette chose immatérielle, où on peut visualiser quelque chose et où on est dans ces valeurs, dans quelque chose qu'on ne peut pas voir, et où justement, est-ce que c'est une guerre dont les milices justement sont les victimes? Parce que voilà, c'est
on a besoin d'être confronté à cette notion de mort, donc ils foncent dedans pour survivre en fait. Ouais. Non, mais c'est tout à fait ça. C'est que l'Européen, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale et dans l'idéologie eudémonique qu'il a voulu récupérer, a voulu sortir, si j'interprète votre question comme ça, il a voulu sortir de l'histoire. Et en fait, c'est pas qu'il a voulu sortir de l'histoire, c'est qu'il a cru qu'il y était sorti. Et donc, sorti de l'histoire, dans cette génération des baby-boom qui a connu les 4P, si je ne m'abuse, progrès, donc progrès technique, prospérité, paix, et je ne sais plus quel est le quatrième, les fameux 4P, qui ont fait ils ont vécu dans une bulle, cette bulle les coupant donc des nécessités de l'existence, dont la nécessité guerrière, dont la nécessité duale. C'est Parménide qui nous explique, un présocratique, l'un des premiers philosophes et un immense philosophe qui est sans doute bien plus grand que Socrate, qui explique que la vie c'est la guerre. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Toute vie est guerre, toute vie est tension, toute vie est conflit. Mais ils se sont créés cette bulle-là, et pour eux ça a marché parce que la bulle a tenu un petit peu. Mais le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous sommes dans un monde qui est retourné totalement dans l'histoire, avec les conflits qui existent déjà en fait, des guerres qui existent déjà et qui vont s'amplifier avec le temps, mais on nous impose mentalement la bulle dans laquelle la génération précédente a été. C'est-à-dire qu'on est schizophrène entre... On vit dans un monde qui nécessiterait une toute autre mentalité parce que ce monde est guerrier à nouveau, mais on nous impose encore des idées et une mentalité du passé, de la génération d'avant, qui est de dire que le monde est, comme vous avez dit, est rose et bisounours. Et donc le gamin qui va dans la rue, qui se fait taper, qui se fait racketter, qui a des problèmes, qui allume la télé, qui voit des terroristes, qui voit machin, qui vit la guerre économique, qui est terrible, c'est pas facile d'avoir du boulot aujourd'hui, machin. Il vit dans ce monde où il aurait besoin d'une mentalité. C'est pour ça, quand on parlait de l'école majeure sur les hommes, j'ai voulu faire ça pour ça à la base, c'était faire un truc, redonner une mentalité, je vais oser le mot, bien qu'il soit ridicule aujourd'hui, parce qu'ils sont arrivés à tourner un ridicule viril, une mentalité virile, pour les femmes aussi d'ailleurs, les femmes peuvent totalement être viriles, qui demande une mentalité virile et guerrière, en quelque sorte, sachant qu'il y a des ennemis, qu'il va falloir se battre pour survivre. Mais on nous impose des idées, non, il n'y a pas de guerre, tout va bien, c'est la paix, c'est l'égalité, l'amour et les bisounours. Ben là, cette schizophrénie que nous vivons actuellement, c'est ce que vous avez décrit, et c'est terrible. Mais on va, d'une manière obligatoire, retourner à la nécessité de la vie, ou alors on crèvera, tout simplement. Voilà. Dernière question. Excuse-moi. Oui, parce que une fois, c'est pas mal. C'était court, c'était là ? C'était... Oui. C'est court. Alors, vas-y, on fait les deux dernières. Tu vas terminer sur. À vrai dire, c'est même plus une nuance et une invite à la réflexion qu'une question. Quand tu parlais tout à l'heure des gamers, tu m'as peut-être vu tirer la gueule. Non. Tant mieux. Ça va. Mais je me doutais qu'il y en aurait qui peut-être auraient fait la gueule. Ce que tu as dit sur les gamers coupés du réel qui fuient dans le virtuel est vrai. Il n'y a aucun problème là-dessus. Je pense cependant que c'est pas la majorité. Et je m'explique. Ce que je vois moi, dans le jeu vidéo, c'est à travers des séries comme les Dark Souls par exemple, des jeux extrêmement durs et pourtant paradoxalement extrêmement populaires, des gens qui sont dans le dépassement, dans la volonté de dépassement, dans la volonté de puissance qui se confronte à une autre volonté de puissance et qui, certes, restent dans le virtuel, donc se trompent de combat mais n'ont pas renoncé au combat. Et surtout, l'autre exemple qui moi me fait dire qu'à mon avis, le gamer n'est pas nécessairement quelqu'un qui fuit le réel ou le combat, c'est les jeux multijoueurs, et surtout les jeux qui jouent en groupe. Et là pareil, je ne parle pas de jeux marginaux, je parle de World of Warcraft, je parle de Call of Duty, donc des jeux extrêmement joués. On voit quoi dans ces jeux? On voit des chasses à plusieurs, on voit de la hiérarchie, une structure verticale. C'est-à-dire quand le mec avec un niveau 25 dit on fait ça, on va là, les mecs avec un niveau 2 se taisent et écoutent. On voit des rôles, des soigneurs, des attaquants, des défenseurs. On voit en fait des résurgences de structures anciennes, je dirais presque traditionnelles, via la plus grande des modernités. Et voilà, c'est juste ce que je voulais apporter à ton propos. C'est un motif d'espoir, ou en tout cas un sujet d'étude. Voilà, je voulais juste nuancer ce que tu disais. Mais qui n'est pas tout à jeter, notamment si ça peut leur servir d'apprentissage de la vie et de la dureté de la vie à travers les jeux, parce que leurs parents ne l'auront pas appris et la télévision ne leur a pas appris et que rien dans la société leur apprend à être des guerriers. S'ils peuvent apprendre ça
des jeux vidéo que tu viens de citer, à la limite pourquoi pas. Maintenant, je mettrais quand même une réserve, c'est que moi c'est très bien qu'il y ait des attaquants, des défenseurs, un sens de la hiérarchie, que le type niveau 25, quand le type niveau 25 donne un ordre, les types niveau 3 obéissent, mais je vais te dire, on a absolument besoin d'attaquants, de défenseurs de type niveau 25 qui se font obéir par des types niveau 1 dans la société d'aujourd'hui. C'est ce que je disais par une seconde de combat. Oui, moi, s'ils pouvaient faire tout ça, s'ils pouvaient tirer un enseignement de leur jeu vidéo, de vie, pour ensuite l'appliquer dans l'existence réelle, je dirais pourquoi pas. Et même très bien d'ailleurs. J'ai simplement peur qu'il y ait beaucoup de gens qui se contentent de cela et qui, une fois d'ailleurs dans la vie réelle, se comportent comme des purs enfants gâtés, détestables. Certains d'entre eux, je caricature sans doute. Hein. Il y a plein de jeunes très bien qui vont jouer 2-3 heures par jour et qui vont à la fac, qui ont une vie tout à fait normale, bien sûr, je le sais. Donc je caricature, j'exagère. Mais je connais aussi des jeunes qui vont être justement des super guerriers au fond, machin, qui respectent l'ordre de l'autorité et qu'une fois qu'ils sont dans la rue, se comportent comme des larves. C'est là où je disais qu'il y a un sujet d'étude, c'est comment faire pour capitaliser là-dessus en fait. Là c'est le nihilisme, c'est que le monde actuel n'a plus d'intérêt. Donc c'est encore une fois la question, c'est que ce monde n'a plus d'intérêt pour de moins en moins de gens. L'amour a de moins en moins d'intérêt, les hommes et les femmes. Faire des enfants a de moins en moins d'intérêt, sortir et être dans la rue a de moins en moins d'intérêt. Comment est-ce qu'on va réenchanter le monde? Et c'est normal qu'il n'ait pas d'intérêt, parce que si vous êtes d'accord avec mon concept du mismatch, on est génétiquement pas fait pour être dans ce monde. Et ça, personne n'en parle, mais moi je vous le dis. Donc je comprends qu'on cherche à tout prix à se détacher de ce monde. Je l'en veux pas. Hein. Il y a pas une question de jugement moral. Moi je juge pas moralement. Je dis simplement, il va falloir faire quelque chose pour en sortir de ça, parce que pendant qu'ils seront au niveau 36 en jeu vidéo, il y en a d'autres qui sont au niveau Lacoste et dans la rue, qui eux sont plus dangereux, quoi. Et toutes leurs compétences sur Dark of Darkness ou je sais pas quoi vont pas beaucoup leur servir dans la vie. Dernière question. Merci. Alors bonsoir, j'ai Roger. J'avais une question pour revenir à tout à l'heure ce que tu as dit dans ta conférence quand tu as dit que l'Europe ne se définit aujourd'hui plus que par des valeurs. On se souvient donc Ursula von der Leyen qui donne le commissaire chargé de la protection du mode de vie européen, et on a toute la gauche et tous les médias qui s'acharnent dessus en disant mais c'est pas possible, il n'y a pas de mode de vie européen, l'européen ça n'existe pas, c'est que des valeurs. Et donc tu déclares, donc, je te dis que c'est le symbole du nihilisme parfait. Mais j'ai envie de dire, pour ce qui concerne la France, parce qu'en France, comme tu as dit tout à l'heure, on parle des valeurs de la République du matin au soir. Et j'ai envie de dire, est-ce que le mal est pas encore plus profond pour ce qui est vraiment du cas français, puisque la France, je ne vais pas paraphraser le discours de Ronan à la Sorbonne, s'est construite uniquement autour de l'État et au niveau de valeurs sur des critères totalement subjectifs, contrairement à l'Allemagne qui s'est construite je prends l'exemple de l'Allemagne parce qu'elle est le plus connue, ou de la nation germanique, on s'est construit autour de valeurs objectives, autour de la langue. Alors comme en France, on s'est construit autour de valeurs, bon, déjà à l'époque ça nous posait problème, alors aujourd'hui, ça en pose encore plus. Sinon j'avais une deuxième question, donc toujours pour rebondir là vraiment en plus sur le nihilisme. Tu te sers beaucoup donc de Nietzsche pour on va dire détruire le discours des modernes, postmodernes, fukuyamesques, mondialistes, etc. Et j'ai trouvé d'ailleurs justement, il y a, avant de venir à la conférence, un numéro du Point donc qui date il y a quelques années, qui disait donc justement le Point qui est vraiment un hebdomadaire, centriste, fukuyamesque, mondialiste, existentialiste vraiment philosophiquement quand on est chroniqueur, qui disait Nietzsche l'antidote face au fanatisme, à la xénophobie, face à la haine, etc. Alors je voudrais savoir, toi en tant que Nietzschéen, qu'est-ce que tu en penses quand tu vois le discours nietzschéen qui est détourné à ce point-là par les gens, on va dire, existentialistes de gauche. Et donc ma dernière question aussi, pour revenir toujours là-dessus, dans une vidéo sur Sécession il y a 2 ans, tu avais déclaré que le mal de la droite française, et là-dessus j'y adhère en partie, c'est le syndrome Chateaubriand, c'est-à-dire la tautologie du re, le fait qu'on soit toujours attiré par le passé. Et j'ai envie de dire comment un conservateur burkien comme moi peut par exemple tenir un discours qui s'ancre dans le futur, mais sans être dans un discours existentialiste, parce que pour moi c'est quand même dur d'être futuriste sans devoir rompre avec l'essentialisme. Alors ta première question sur le mal profond français, j'y souscris. Évidemment qu'au 19e siècle, quand il y a eu le débat sur qu'est-ce qu'était une nation avec Renan, mais aussi avec Fustel de Coulanges, qui se sont opposés
aux Allemands, donc avec Tresch et d'autres dont j'ai oublié le nom, qui estimaient est-ce qu'une nation c'est quelque chose de réel, à savoir une langue, une ethnie, ou est-ce que c'est un contrat social. Évidemment, la France, par opportunisme, a plutôt validé le contrat social, d'autant qu'en effet, la France s'étant construite autour de l'État, la France est une construction, il faut l'admettre. La France est une construction. Donc c'est pour ça que la France a une responsabilité qui est immense, parce que si on va plus loin, on peut se dire qu'en fait c'est la première qui a commencé à penser la morphologie politique sous forme abstraite, et donc sous forme empirique, sous forme constructiviste même. Et partant de là, toutes les pensées abstraites des Lumières n'ont pu, d'abord premièrement rationalistes, puis celles des Lumières, c'est-à-dire que des pensées abstraites, n'ont pu que découler de cette forme-là, en fait. Donc encore une fois, là on est dans Nietzsche, c'est le corps qui produit les idées comme symptôme. Donc effectivement, un pays qui s'est construit par un État comme ça ne pouvait que déboucher sur des idées abstraites qui amènent ensuite au progressisme. Donc oui, le mal est profond en France, c'est un sujet qui est compliqué, on pourrait en parler longtemps, et c'est pas ici le lieu, mais tu as raison, le mal est plus profond en France. Deuxième question, tu m'as demandé... alors, Nietzsche de gauche, oui. Alors ça, c'est tout un mouvement avec Deleuze, avec tout ça, Roland Barthes. Il y a eu les Nietzschéens de gauche, et justement mon frère, j'en parlais un petit peu, on récupérait ça. C'est vraiment, c'est absolument... Ils ont utilisé Nietzsche pour son côté anti-religieux, anti-chrétien, et ils ont cherché d'une manière très appauvrie à récupérer l'idée de volonté de puissance, dans une idée d'individualisme en fait. L'idée qu'il fallait jouir sans entrave, qu'il fallait développer justement tout ce que son être avait en soi, donc s'émanciper de tout pour au final être un jouisseur essentiellement. Ils ont utilisé Nietzsche pour ça, capable de détruire la morale chrétienne et donc les carcans et les cadres qui nous imposent un puritanisme, qui nous impose un ascétisme, qui nous impose une morale sexuelle qui soit plutôt dure et de l'ordre de la frustration, pour au contraire devenir solaire et être dans des partouzes dans les années 70. C'était ça en fait l'idée. Bon, c'est un Nietzsche extrêmement pauvre, et c'est évidemment une récupération totalement opportuniste de Nietzsche, parce que 99% de l'œuvre de Nietzsche méprise ces types-là. Si Nietzsche détruit si Nietzsche cherche à détruire la morale chrétienne, c'est pas pour passer dans une anti-morale de jouisseur 60 plus tard sataniste, c'est pour une morale qui soit encore plus exigeante vis-à-vis de l'homme. Et c'est ça ce qu'ils ne veulent pas et qu'ils n'ont pas voulu voir. Nietzsche ne critique pas la morale chrétienne parce qu'elle est dure, il la critique à la limite parce qu'elle n'est pas assez dure. Là, je simplifie beaucoup, mais c'est un peu ça en fait. Et troisièmement, sur l'idée de... On jongle là. Sur l'idée de la droite, de sortir de la tautologie du heureux et donc du pur sentiment nostalgique, le syndrome Chateaubriand, effectivement j'avais dit ça. C'est pour ça que moi j'investis aujourd'hui dans l'idée de l'évolution, parce que l'idée de l'évolution c'est quoi ? C'est qu'on évolue en fonction d'un moment présent. C'est-à-dire que l'évolution prend toujours en compte le passé. Tu ne peux évoluer en restant sur la route de ce que tu es. Donc l'évolution, à la différence du progressisme, comprend et intègre et embrasse et intègre en lui tout ce qui t'a amené à ce que tu es maintenant, et donc au contraire valorise absolument le passé et ton essence, c'est-à-dire ta nature, parce que dans l'évolution c'est tes gènes par exemple, au contraire. Donc c'est en comprenant ce que tu es génétiquement, c'est-à-dire construit par le passé, que tu vas arriver, avec les mécanismes de l'épigénétique, de l'environnement et tout le reste, à te développer personnellement et de devenir encore meilleur dans le futur. À la différence du progressisme qui lui dit, pour progresser, il faut faire table rase. Il faut faire table rase. Alors que l'évolution, c'est l'inverse. Non, c'est surtout pas faire table rase. C'est comprendre et intégrer à soi le passé, et donc le valoriser. Mais pas pour y rester sclérosé, pour le dépasser. Et donc c'est comme ça que moi j'articule, pour faire rapidement, parce que c'est un sujet, t'imagines, on pourrait en parler des heures, c'est comme ça que moi j'articule cet amour du passé que je peux avoir, cette valorisation, dans ma tentative de compréhension des mécanismes profonds du passé, et donc de mon essence, de ce qui me constitue, pour pouvoir dépasser tout cela, être encore meilleur, être encore plus fort, et donc évoluer en fait.
c'est comme ça que j'articule les deux. On va s'arrêter là pour les questions-réponses. Je vous remercie pour votre participation, votre écoute. Et puis...